tous et bienvenue sur Europe 1. Je suis contente de vous retrouver ce dimanche pour notre émission de Libre Antenne. Notre numéro d'appel 3921 et nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 1h. Voilà, donc nous allons prendre le temps de parler, de bavarder, de tout, de rien, de ce qui vous importe, de votre quotidien, des détails qui vous chiffonnent comme ceux qui vous réjouissent. Cette émission est faite pour que des histoires se croisent, se rencontrent. Certaines vont résonner pour vous plus que d'autres. L'intérêt, c'est de partager des expériences, des avis. Donc, n'hésitez pas à me faire part de votre opinion par SMS 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou bien par mail sur notre site europe1.fr. Sachez-le, vos réactions m'intéressent. Ce sont souvent des pistes à suivre et puis des messages pertinents dont je m'inspire, même si je ne peux pas toujours tous les lire à l'antenne. Vous pouvez aussi appeler si vous désirez rompre un moment de solitude. Je suis à votre écoute. Mais pas seulement moi, Geoffrey et Emeline vous accueillent tout au long de cette soirée au 39-21. Merci à eux et merci à Charles qui réalise avec brio cette émission. 39-21, je vous attends. Europe 1, Caroline Veil. Bien, je vous propose de commencer tout de suite avec Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Voilà, je vous écoute, je suis là. Bon, merci. Alors, l'exercice n'est pas évident. En fait, je vous ai appelé... Si, vous allez voir, on se détend. Sûrement. J'écoute très souvent votre émission et en effet, c'est pas simple d'être en direct avec vous. Voilà, mais l'autre jour, j'ai eu besoin de vous appeler. C'est ce soir qu'on se parle. Le besoin est toujours là, donc... Alors on y c'est va. essentiel. Qu'est-ce qui vous arrive ? Il m'arrive que j'ai 33 ans, j'ai eu une relation d'un an et demi avec un homme, avec une personne, qui s'est très bien passée. Je pense qu'on a eu comme tout un chacun la phase passionnelle où tout se passait bien. Et pour des raisons personnelles, j'ai dû me séparer de mon appartement avant d'en reprendre un sur Paris. Et quand je suis revenu sur Paris, on a décidé d'habiter ensemble. D'accord. Alors on a un écart d'âge assez conséquent puisque j'ai 33 ans et il en a 19. Ah oui. Oui, vous l'avez dit. Mais bon, j'allais vous dire quelqu'un de très mature, de manière très subjective, mais très mature. En tout cas très mature pour son âge. Et je pense avec un vrai complément parce que j'ai un côté parfois très gamin malgré mon âge et lui très mature malgré son âge. On a donc décidé d'habiter ensemble et on l'a fait, je dirais plus par aspect pratique puisque lui habitait chez sa sœur et que j'allais moi prendre un appartement plus que évidemment par envie mais sans avoir forcément pesé réellement le pour et le contre. Ça s'est trouvé comme ça, voilà. La logistique voulait que vous habitiez ensemble. C'est de la logistique, exactement. Voilà, c'est ça. Bon. C'est assez vilain, mais on en fait des métiers. Voilà, donc on a emménagé ensemble, ça s'est bien passé au début, évidemment. Il y a eu un élément dont j'ai pas voulu parler à vos collaborateurs à l'accueil l'autre jour, et qui s'est passé, qui est un élément très structurant dans notre histoire, évidemment, et qui est ressurgi pas plus tard qu'hier matin. Donc je dois vous en parler pour avoir votre écoute. C'est que voilà, je suis séropositif non détectable. Oui. Donc voilà, je suis depuis le début, j'ai un traitement, ça se passe extrêmement bien et je remercie la recherche au passage. Bien sûr. Tout se passe extrêmement bien et donc non détectable, ça signifie que si demain j'allais faire un dépistage anonyme quelque part, on me dirait que je suis négatif. J'ai évidemment beaucoup hésité à en parler à mon ami parce que c'est jamais évident de savoir exactement à quel moment il faut en parler, est-ce qu'il y a réellement un bon moment. Et tout de suite. Tout de suite, c'est le mieux généralement. Oui, je l'ai pas fait. Et je l'ai non seulement pas fait, mais il s'en est rendu compte par hasard en tombant sur une boîte de médicaments. Voilà, donc on a beaucoup parlé. C'était il y a 7 mois maintenant, et il est resté. Il est resté en faisant le reproche non pas de la maladie,
même si elle n'est pas déclarée en tant que telle, mais de ne pas lui avoir dit. Il a raison. Je vous confirme. Voilà, il a pris Mais il est resté. Mais il est resté. Bien, donc c'était vraiment de l'amour aussi. Oui, je pense. Je pense vraiment. Vraiment. Et je pense qu'il y a eu un élément à ce moment-là qui a été assez un croisement, je dirais, de mode de fonctionnement. C'est-à-dire que à ce moment-là, moi, je n'avais jamais réellement pensé pouvoir avoir une vraie relation sérieuse avec quelqu'un à cause de cette maladie. Et donc, quelque part, je pense que je sabotais mes relations inconsciemment de manière, en considérant que de toute façon, ça ne pourrait pas aller plus loin puisqu'un jour, il faudrait que je le dise et que, voilà. Et là, au contraire, voyant que lui, il avait accepté, j'ai d'autant plus considéré que cette relation était sérieuse et je me suis d'autant plus donné dans cette relation. D'accord. En parallèle, je pense que lui, bien évidemment, oui. Parlez dans votre téléphone parce que par moments, je vous entends un tout petit peu moins bien. Voilà. On m'avait dit l'accueil m'avait dit de ne pas mettre de kit main libre. J'ai cédé à la tentation, mais je viens de l'enlever. Oui, voilà, c'est mieux pour moi. Merci. Voilà, je pense qu'on s'est croisés. C'est-à-dire que moi, voyant sa réaction, je me suis d'autant plus donné dans la relation. Donc, je me suis réellement investi dedans beaucoup plus qu'avant, puisque je n'avais plus cette réticence-là. Et lui, je pense, c'est un sentiment, qu'à l'inverse, évidemment, le doute était là et la crainte était là. Et ça a forcément bouleversé sa manière de voir les choses. Oui. Ça a duré 7 mois. Et 7 mois où finalement ce sujet-là a été plus ou moins occulté. On n'en a pas forcément reparlé. Et voilà, on a eu des problèmes de couple comme quel couple, à savoir un tempérament d'un côté qui est plutôt le mien, plutôt explosif, donc quand ça va pas, j'ai plus tendance à m'énerver en disant des choses que je pense pas forcément, mais qui retombent 10 minutes après, et lui plutôt l'inverse, c'est-à-dire à se fermer plutôt qu'à parler, mais bon voilà, des choses, j'allais dire, des ajustements de couple classiques. Et il y a un mois, donc au moment de la rupture, on s'est engueulé et je lui ai dit de partir. Je lui ai dit casse-toi, voilà, je lui ai dit 3 fois de suite. Puis voilà, je rentre du travail demain à 20h et je veux plus te voir. Donc je l'ai pas rappelé dans la journée. J'ai appelé sa soeur en lui disant que je ne pensais pas et surtout il fallait pas qu'il le fasse, que ce serait une connerie, etc. Mais je pensais qu'il serait évidemment pas à l'écoute et absolument pas à l'écoute, et donc je l'ai pas appelé lui. Et à 20h, je suis arrivé du boulot et je suis rentré du boulot et toutes les affaires étaient dans des sacs. Et sa sœur l'attendait en bas. Il est parti. On a passé une semaine où il pleurait énormément, il n'était pas bien, il s'est cloîtré chez lui, et vraiment pas bien. La semaine suivante où j'ai tout fait pour le récupérer. Des bêtises, je pense, des bêtises par amour. C'est-à-dire, vous savez, débarquer chez lui à l'improviste pour parler avec lui, voilà, ce genre de choses qui l'ont agacé, même si à chaque fois je voyais vraiment de l'amour dans ses yeux. Et j'en vois toujours d'ailleurs dans ses yeux. Donc Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Aujourd'hui, alors, dernier contact a daté d'hier matin. Je rentrais de soirée, histoire de penser un peu à autre chose. Et j'avais un peu bu. Au lieu de rentrer chez moi, je suis passé vers chez lui. Il n'était pas là, sa fenêtre était ouverte. Je suis rentré. Et je me suis allongé dans son lit, je me suis endormi. Il a débarqué 1 heure après. Furibond, évidemment, me voyant ici. Ah oui. Sa sœur et son beau-frère étaient là. Ils ont trouvé ça... ils ont compris. Ils ont compris parce qu'ils ont vu que c'était de l'amour et pas une volonté de nuire. Ouais, vous avez affaire à des gens tolérants, hein, néanmoins, parce vraiment, que, je veux dire, en pleine nuit, vous trouver dans le lit et... non, mais je vous confirme, non, mais vraiment. Ouais, mais ouais. j'en suis conscient, mais vraiment. Et sa sœur et son beau-frère qui voilà, on s'apprécie vraiment mutuellement, ont tout de suite compris, évidemment contrairement à lui, puisque moins objectif dans la situation que c'était absolument pas une volonté de nuire et que c'était plus un acte désespéré qu'autre chose. Oui, lui, il vous a ressenti comme intrusif. C'est ça, c'est le terme. C'est le terme. Et je l'étais. Oui, mais bon, comme vous dites, par amour, on fait des conneries. Voilà. C'est ça. On n'est pas toujours intelligent et c'est comme ça. On a du mal à l'être. On a vraiment du mal à l'être et vraiment.
Enfin, Et alors, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai discuté avec sa sœur et son beau-frère. Lui n'était pas là, on était à côté de l'appartement. Lui n'était pas là, on a discuté et j'ai dit je comprends pas. J'aurais dit je comprends pas parce que voilà, ils m'aiment et ils m'ont confirmé qu'il était encore complètement complètement amoureux et que voilà. Et sa sœur m'a dit oui mais il y a un problème, tu le sais. Et en fait je ne savais pas que sa sœur avait été informée de la maladie par son frère. Et en fait j'ai appris qu'il lui en a parlé dès qu'il l'a su. Et son beau-frère m'a dit voilà, sans ça, ça fait 90% des raisons pour lesquelles il ne revient pas. C'est pas qu'il ne t'aime plus, c'est pas qu'il n'a pas envie de revenir. Il y a 10% de fierté parce que c'est quelqu'un de très très fier et comme il m'a dit qu'il ne reviendrait pas, il s'accroche à ça. Et puis 90%, eh bien c'est ça. Mathieu, vous savez ce qu'il faut que vous fassiez ? Non, c'est pour ça que je vous appelle. Il faut que vous alliez voir le médecin ensemble. Je lui ai proposé à l'époque. Non, mais maintenant, disons, on ne l'a pas fait, c'était une erreur. Tu as le droit d'être informé et tu dois savoir exactement tout ce qui s'y rapporte, les risques que tu cours et ce qu'il faut faire pour que tu ne les cours pas. Et voilà où nous en sommes. Donc, c'est important aujourd'hui que tu m'accompagnes. Ça ne veut pas dire pour autant que tu prennes ta décision, que tu prennes quelque décision que ce soit, mais au moins tu auras un avis médical, tu auras parlé avec les médecins et bien entendu le but c'est de te préserver, de te protéger toi aussi, mais tu sauras exactement à quoi t'en tenir au lieu de te faire des idées, de supputer et voilà. Alors moi j'insiste sur deux choses. La première c'est de l'emmener voir le médecin et surtout de lui dire avant que il ne prenne pas sa décision avant, que vous ne lui demandez pas de prendre une décision, mais que vous lui demandez de prendre une décision seulement après qu'il ait vu les médecins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que c'est pertinent, vraiment. Je lui ai proposé à l'époque, puisque j'allais justement voir mon spécialiste, puisque je fais un bilan tous les 6 mois, et voilà, il n'a pas voulu venir. Et je pense que c'était une grosse erreur. Parce qu'il a eu peur. En disant, voilà, je te demande pas de revenir. Je te demande pas de revenir. C'est pas le propos parce que je comprends que ça puisse être effrayant. Ça puisse être effrayant. C'est une perspective qui peut arrêter et je comprends tes peurs. Mais on a aussi peur de l'inconnu. Donc, voilà, ne prends pas de décision. Juste, tu m'accompagnes et ensuite tu réfléchis. Vous êtes d'accord? Alors évidemment, je vous présente l'histoire sous un angle subjectif qui est le mien. Ouais. Non, mais enfin, attendez. Discussion. Mais on est d'accord que c'est, dans ce que je vous décris très, très sincèrement, j'essaie d'être objectif et j'ai des amis qui le voient et tous me disent, mais il est encore complètement amoureux. Mais donc, oui, c'est ce que je pense. À penser que c'est réellement ça qui pose un problème. Alors, mais vous avez sûrement raison. Mais attention, on comprend aussi que ça puisse l'arrêter. Bien sûr. On comprend aussi que ça puisse l'arrêter. Mais j'aimerais tellement qu'ils me le disent. Mais oui. Voilà, eh bien vous pouvez dire que effectivement, ça serait plus simple qu'ils vous disent que c'est à cause de ça, plutôt que c'est parce qu'ils ne vous aiment plus, que ça serait plus facile pour vous de l'accepter. Parce que il ne m'a pas dit non plus. Je lui ai posé la question, il ne m'a pas répondu. Oui, mais est-ce que vous lui avez dit que ce serait plus facile pour vous de le comprendre? Non. Voilà. C'est tout. En disant, bon, je comprends que tu t'en ailles. Est-ce que c'est parce que tu ne m'aimes plus? Est-ce que c'est à cause de ça? Si c'est à cause de ça, n'aie pas peur parce que ça fait partie de ce que je peux comprendre. Alors, je reçois un message de la part de Myriam qui me dit, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le cas de séropositivité non détectable? C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites des examens, comme vous êtes sous traitement, on ne verra pas que vous êtes séropositif, c'est ça? Oui, alors je vais être un tout petit peu plus précis quand même. En fait, le principe du virus, c'est que c'est un virus qui se développe en utilisant le système immunitaire. Ce qui expliquait que pendant des années, avant qu'il y ait des trithérapies, les gens mouraient non pas du virus, mais de n'importe quelle, passez-moi l'expression, saloperie qu'ils pouvaient choper, une grippe, un rhume, etc., etc. Le principe de la trithérapie, c'est justement de venir étouffer le virus. Et parfois, alors pas toujours malheureusement, mais parfois la trithérapie fonctionne tellement bien que le virus est tellement étouffé qu'on n'arrive plus à le détecter. Donc par défaut, on sait qu'il est présent, puisqu'on a su qu'il a été présent et qu'aujourd'hui on ne sait pas le supprimer et l'éradiquer. On sait qu'il est présent, mais on n'arrive plus à le retrouver en fait. Ouais. Voilà. Donc vous êtes dans une situation en fait assez
assez complexe puisque vous êtes suivi tous les 6 mois. Vous avez une batterie de tests assez improbable. Vous êtes porteur d'un virus, mais vous êtes alors. On va être tout à fait précis. Je dirais pas qu'il n'y a pas de risque de transmission parce que le risque zéro n'existe pas, mais il est extrêmement faible. En tout cas, il est nettement moins faible que chez quelqu'un qui ne ferait pas de dépistage et qui ne ferait pas attention à ça. Bon, voilà. J'imagine que de toute façon, vous vous protégez. Je vous confirme. Bon, je crois que c'est indispensable et nécessaire que votre ami l'entende. Voilà, il a besoin d'entendre tout ça et de savoir exactement, parce que pour l'instant, même si vous lui expliquez... puisque vous ne lui avez pas dit tout de suite, il peut imaginer que vous lui cachez des choses. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il peut les imaginer. Ouais. Mais oui, vous lui auriez dit tout de suite, en lui disant tout de suite, voilà ce qu'il en est, viens, on va voir un médecin, il vous aurait suivi immédiatement. Ouais. Comme vous ne le lui avez pas dit, il en déduit que, bien entendu, ça peut être dangereux et d'autant plus dangereux pour lui. Je comprends. C'est ça le problème. Et en même temps, et en même temps, sachez-le, quand on est séropositif, bon, vous le savez bien, on doit le dire tout de suite. Oui, mais vous savez aussi que... Mais je sais que c'est difficile, je comprends que ce soit difficile. C'est un dilemme qui est assez improbable. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Oui, finalement. c'est la première fois que je le vis. Ouais, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà. Oui, non, mais vous avez complètement raison. Et c'est vrai qu'au début d'une relation, on pense pas une seconde que quelqu'un pourra rester au tout début, apprenant ça, même si dans l'absolu, encore une fois, voilà, la science fait que et la médecine fait que, mais et donc on reporte l'échéance. Ouais, mais au moins, je vais vous dire, ça vous permet de faire une sélection. Oui. Voilà, hein. Oui. Oui, sauf que c'est déjà pas évident de trouver une ouais. personne qu'on aime et qui nous aime, si on doit rajouter des... Oui, ce que je veux dire, enfin, c'est... Écoutez, il vous aime. Vous lui avez dit, il est resté, enfin, il l'a découvert, il est resté. Oui. C'est normal qu'il en ait parlé à sa sœur. Bien sûr que ça lui pose un problème. Bien sûr que le fait que vous ne l'ayez pas dit lui pose un problème. Donc, c'est normal d'en parler aujourd'hui avec lui, en disant, voilà, j'aimerais prendre un café, qu'on se parle, etc. Voilà ce que je te propose. Et après, tu prends ton temps, tu réfléchis. Moi, ce que j'ai pour toi, c'est de l'amour. J'imagine que je sais pas où tu en es, mais au moins comme ça, tu auras en main tous les éléments. Ok. Et juste pour avoir les conseils jusqu'au bout, sachant que ces derniers jours, ça a été assez houleux, puisque je vous ai dit, j'ai fait des bêtises par amour et il les a prises comme des agressions. Il m'a dit qu'il n'avait pas eu le temps, que je lui laissais pas le temps de digérer, que j'en refaisais une dans la foulée. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un mur, hein. Il parle très peu, enfin, il dit rien concrètement. Mathieu, quand vous en parlez, vous êtes très émouvant et vous en parlez avec beaucoup de calme. Pourquoi vous ne le faites pas de la même façon avec lui ? Parce que j'ai un mur. Vous me répondez, quand je lui parle, j'ai un mur, mais quand je dis un mur, c'est un mur. Alors, vous savez ce qu'on fait ? On écrit. Parce que ça, écrit. Oui, mais il le lira. Il n'a pas voulu lire. Il m'a dit qu'il n'avait pas lu. Alors, est-ce qu'il l'a fait ou pas ? J'en sais rien. Il a lu. Mais... Bien sûr qu'il a lu. Il vous aime, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas lu alors qu'il vous aime et que vous... Voilà. Réécrivez tout ça. Pas que... Essayez de lui parler en disant « j'aimerais te parler, je te laisse me fixer rendez-vous ». Laissez-le décider un tout petit peu, vous comprenez ? Parce que ce que vous faites, là, vous êtes intrusif, donc il se ferme, il a une réaction. En disant « voilà, j'aimerais qu'on parle calmement, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des conneries, mais je les ai fait aussi parce que je t'aime, tout simplement. Donc, on se voit quand tu veux, je te laisse décider quand et où. Et on a une conversation, une vraie conversation. J'ai des choses à te dire et des choses qui sont importantes. Ok ? Bon, rappelez-nous. Merci beaucoup. Je compte sur vous. C'est gentil, merci. Au revoir Mathieu. Bonne émission. Au revoir, merci. Et c'est maintenant Daniel qui est avec nous. Bonsoir Daniel. Ah Daniel, je ne vous ai plus, je vous ai perdu ? Daniel ? Non, bon alors un peu de musique en attendant de vous retrouver. Caroline Veil sur Europe 1. 39-21. 34 centimes la minute. My face above the water. Waves, Mr. Props sur Europe 1.
donc on continue, nous, avec Karine, en attendant éventuellement de retrouver Daniel. Bonsoir Karine. Bonsoir Caroline. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire. Mais oui. Voilà, moi je vous appelle ce soir parce que je suis séparée depuis à peu près, physiquement à peu près 1 an, moralement à peu près 2 ans. Et actuellement, je vous appelle car cette séparation de 1 an effective, non, je suis un peu émue, excusez-moi. Non, pas du tout. L'important, c'est que vous parliez bien près du téléphone et dans votre téléphone. Donc, cette séparation du 1 an, j'ai gardé mes enfants avec moi, 2 enfants de 10 et 6 ans. Et le papa, dirons-nous, cette séparation s'est faite progressivement. Parce que c'est vrai que lorsqu'on s'est connus, on a été mariés pendant 10 ans, et lorsque je l'ai connu, c'est vrai qu'il avait beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes personnels, et qu'il essayait plus ou moins de résoudre ses problèmes personnels par des thérapies, par toutes sortes de thérapies, par des développements personnels, par des psychologues, par toutes sortes d'approches, dirons-nous. Et moi, quand je l'ai connu, c'est vrai qu'il était dans cette mouvance d'essayer de résoudre ses problèmes, notamment d'empathie et de contact avec ses émotions, parce que c'est essentiellement ça qui posait problème. Et c'est vrai que lorsque je l'ai connu, il était dans cette mouvance-là. Après, nous avons eu 2 enfants. Il s'est un petit peu calmé, mais c'est vrai qu'il a toujours eu des difficultés, aussi bien de communication, d'empathie, de contact des émotions. Et c'est vrai que c'est arrivé à un tel point que ça a mené plus ou moins à la rupture, puisque c'est vrai que je n'arrivais plus à le suivre dans tout ça, même si j'ai essayé par tous les moyens de l'aider, de l'accompagner. C'est vrai qu'à un moment donné, on est allé dans 2 chemins différents. Et aujourd'hui, pourquoi je vous appelle ? Parce qu'il est toujours dans cette mouvance-là. Lorsque je l'ai quitté il y a 1 an, il était dans cette mouvance-là et d'essayer d'avoir une autre vision de la vie. Alors certains me diront, oui, ça peut être bien, essayer de se découvrir, d'être bien dans son corps et dans sa tête. Mais c'est vrai que lui, il est arrivé à un tel point que... Ça prend des proportions, on va dire, voilà, on va le dire comme ça. Voilà, ça prend des proportions assez importantes. Et aujourd'hui, la difficulté que je rencontre, parce que je respecte tout à fait son choix, la difficulté que je rencontre, c'est que il voit mes enfants, j'insiste pour qu'il voie mes enfants au moins 1 fois par mois. Nous sommes dans 2 villes différentes, dans un écart de 300 km. Et c'est vrai que j'ai insisté un peu pour qu'ils prennent au moins les enfants pendant ces vacances-là. Combien de temps ? 1 mois. Oui. J'ai demandé que ce soit un peu, disons qu'il n'a pas souhaité le divorce, mais c'est vrai que je l'ai un peu poussé vers le divorce parce que pour que ça me sécurise aussi vis-à-vis de mes enfants et pour que ce soit plus clair. Tout à fait. Et que ce soit un peu, disons que les enfants ils voient un peu plus clair aussi. Et c'est vrai que j'ai insisté sur le fait qu'ils prennent ses enfants pendant le mois d'août. Et là, c'est vrai que je ne savais pas trop où il les amenait. Je sais qu'il les amenait en camping. Et c'est vrai que les années dernières, il l'a aussi amené en camping. Donc je me disais, c'est bien, les enfants vont s'amuser en camping pendant 3 semaines. Et là, j'apprends qu'en fin de compte, il les amène dans un camping un peu particulier. C'est-à-dire que c'est un camping qui accueille des enfants et des adultes. Alors j'ai regardé un peu sur Internet puisque je ne connaissais pas. C'est un camping qui porte un peu à polémique. Parce qu'il y a un célèbre écrivain qui est passé par ce camping. Et dans ce camping, on fait des ateliers, disons, créatifs, mais aussi du tantrisme, du yoga, de la méditation. Il y a un côté négatif où on parle aussi de libertinage, Écoutez, et vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est téléphoner en vitesse à votre avocat ? Si j'y ai pensé. Oui, mais c'est immédiat. Voilà. Vous ne prenez pas de risque pour vos enfants. Ce camping prête à controverse, à polémique, vous ne pouvez pas, comme ça, envoyer vos enfants là-bas pendant 1 mois. On ne sait pas de quoi ils vont être témoins, on ne sait pas ce qu'ils vont y faire. Tantrisme et tout ça, des enfants de 6 ans et 10 ans, je ne vois pas très bien l'intérêt de la chose, même si on est des parents extrêmement ouverts et tolérants. Je pense que vous devez d'urgence appeler votre avocat de façon à ce qu'il saisisse le juge aux affaires familiales.
Pour l'instant, on n'est pas encore divorcés. Pour l'instant, il n'y a pas de jugement qui a été prononcé. Oui, non, mais même, il n'y a pas de jugement. Ou sinon, vous n'envoyez pas les enfants. Il n'y a pas de jugement qui a été prononcé, alors qu'est-ce qui a été prononcé ? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je prive aussi mes enfants pendant un mois. Alors oui, non, on les prive pas du tout, on les protège. C'est pas du tout la même chose. On ne parle pas de la même chose. Il m'assure qu'il est allé l'année dernière, qu'il y a des enfants. Oui, mais c'est lui, ça. C'est son avis à lui. Et lui n'est pas tout à fait objectif. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il essaye toutes sortes de thérapies. Certaines, peut-être, lui sont très profitables, mais on ne sait pas exactement lesquelles. Visiblement, c'est quelqu'un d'instable. C'est quelqu'un qui n'arrive pas très bien à faire la part des choses. Et même si lui trouve ça formidable, son opinion peut prêter à confusion. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mm-hmm. Donc, non, ça peut être une secte, vous n'en savez rien. C'est vrai que, je lis les avis sur Internet, c'est pas porté comme sectaire, puisqu'on fait des loisirs créatifs, etc. Oui, mais enfin, ça peut, c'est pas complètement innocent. C'est pas un camping traditionnel, quoi. Non, pas du tout, c'est pas un camping traditionnel. Donc, il n'y a pas de jugement. Vous êtes en instance de divorce ou en êtes-vous ? Je n'ai pas bien compris. Je suis en instance de divorce, c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai saisi un avocat, il a monté un dossier et nous ne sommes pas encore séparés, quoi. Bon, est-ce que vous êtes passé déjà devant un juge pour une audience de non-conciliation ? Non, rien. Non. Donc il n'y a aucune mesure qui a été prise. C'est pourquoi je vous pose ça, parce que s'il y a non-présentation d'enfants, vous êtes en tort, dans la mesure où aucune décision judiciaire n'a été prise, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas en tort. Non, mais le problème, c'est que les enfants se font une joie de partir en ils se sont trompés. Ils vont se faire une joie de partir ailleurs, chez vos parents, chez des amis, avec vous. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, ils n'y vont pas. Allô ? Oui, je vous entends, je vous écoute. Non, mais attention. Je suis là. Non, je vais vous dire, on ne sait pas ce qu'ils peuvent y voir. Vous allez peut-être mettre des années à les récupérer après ce qu'ils y verront. Alors, mais on ne prend pas 2 secondes le risque. Vous imaginez ? On ne peut pas prendre le risque. Karine ? Oui, je vous écoute. Bon, vous entendez bien que si vous appelez, c'est qu'effectivement, vous êtes en proie à un doute. Je suis dans un désarroi total. Mais voilà, donc tranchez. D'abord, ça va vous faire le plus grand bien de décider, parce que vous allez être soulagé, parce que vous aurez pris une décision. Et la seule décision, je vous le répète, que vous puissiez prendre, c'est il n'y a pas de camping tantrique pour des enfants de 6 et 10 ans. Ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens. Ça n'existe pas. Méditation, yoga, 6 ans, 10 ans, non. Non, là, il y a des enfants, parce que j'ai regardé, il y a des mais il y a des fous. Il y a des fous partout. Mais il y a des... Voilà, Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas pour autant... Il y a des ateliers. En fin de compte, il m'explique que, parce que moi j'ai été il m'explique en fin de compte que ce sont les parents qui peuvent aussi aller voir les enfants, c'est en fin de compte un camping partagé, c'est-à-dire que les parents vont participer aux ateliers, vont participer 2 heures aux ateliers avec d'autres enfants, mais il y aura aussi des animateurs diplômés BAFA, mais les parents pourront aussi aller voir les enfants pour voir ce qu'ils font, etc. Alors écoutez, je reçois un message de la part de Vincent qui dit « Ce camping doit être l'espace du possible ». Est-ce que c'est ça ? Bon, à éviter pour des enfants, de la part de Vincent. Voilà. Voilà, donc merci Vincent du renseignement. Merci Vincent, parce que c'est exactement ça, oui, c'est ça. Voilà, donc comme ça maintenant vous le savez, donc cette fois-ci vous êtes avertis. Vous voyez ce que je veux dire. Donc vous évitez Karine, stop. C'est-à-dire que ce n'est pas pour eux. Mais même avant l'avis de Vincent, moi j'aurais pu vous le dire. Oui, mais moi je suis partagée parce que mes enfants vont être privés de... C'est pas grave, ils auront 5 minutes de déception et de tristesse, et puis 10 minutes après, ils se réjouiront de faire autre chose. Voilà. Donc, c'est vrai, Christelle nous dit le profil du père est tout de même plutôt un peu inquiétant. D'ailleurs, n'oubliez pas que c'est la raison pour laquelle vous vous êtes séparés, tout de même. Oui, donc, tout à fait. Ce n'est pas pour aller confier vos enfants pendant un mois à quelqu'un qui est dans une recherche, on peut comprendre, mais qui l'emmène sur des sentiers plutôt problématiques. Et en tout cas, à éviter totalement pour des enfants. D'accord. En tout cas, l'avis de Vincent m'a conforté. Ah oui, non, mais il y a peu de cas où je suis péremptoire, mais alors là, je le suis complètement. Sachez-le. Voilà.
si je peux, si je peux vous donner mon avis, puisque après tout, on appelle pour en parler. Bien entendu, bien sûr. je ne fais que vous suggérer, c'est vous qui décidez. Mais si vous me demandez mon avis, cette fois-ci, je suis péremptoire. Ne les envoyez pas là-bas. D'accord. En tout cas, ça m'a bien éclairé. Ça m'a bien éclairé. Et puis, je vous assure, Karine, le simple fait de prendre la décision, vous allez être considérablement soulagée. OK ? D'accord. Merci à vous, merci de votre confiance. Caroline. Au Très revoir. bonne soirée. Au revoir. Pour parler à Caroline Veil, Appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Christine, bonsoir Christine. Allô? Oui, bonsoir Christine. Pardon, bonsoir, je pensais qu'il y aurait peut-être un peu de musique, pardon. Bonsoir, non, Caroline. ça y est, nous y sommes, voilà. Eh bien, écoutez, bonsoir Caroline, et puis merci de m'accueillir à l'antenne. Mais c'est moi qui suis contente, je suis honorée de votre confiance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour Alors vous? moi, eh bien, comme vous venez de dire à la personne avant, même si c'est pas du tout le même sujet, j'ai pris une décision, ça m'a sûrement fait du bien de la prendre, mais elle a pas été évidente du tout à prendre. Je m'explique, j'avais déjà appelé votre collègue Caroline en novembre dernier. Oui. J'ai un fils qui a 20 ans et qui se drogue, qui a débuté le cannabis vers les 15 ans, et puis je dirais depuis un an, là il a touché au LSD, à d'autres drogues. Là. Voilà, d'autres drogues. Bon, alors vous imaginez bien qu'année dernière j'ai essayé en tant que maman, quand même comme beaucoup de mamans. Parce que je suis séparée du papa depuis 18 mois, mais enfin le papa est présent par contre, il est là quand même, il fait son rôle. On a essayé de faire des démarches, j'ai alerté mon médecin généraliste, j'ai fait plusieurs choses, mais on m'a toujours répondu. Que vous a dit votre médecin généraliste? On m'a dit on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas faire grand-chose tant que lui ne se sent pas concerné, ne veut pas. Alors moi j'avoue que je ne vais pas dire, je peux dire dans le domaine où je travaille plutôt en prévention et dans le nucléaire, donc pour moi ça me semblait complètement à l'envers de ce que j'ai l'habitude de faire dans mon métier. On essaie de prévenir, même si on ne peut pas tout prévenir évidemment dans la vie. C'est que j'avais l'impression qu'on me demandait d'assister, en exagérant, mais quand même un an après à une certaine déchéance quand même à ce qu'il continue dans le processus et qu'il en prenne conscience au bout d'un moment et qu'il dise stop. Mais il a 20 ans, c'est là où je crois qu'il y a le souci quand même, c'est que il ne voit pas qu'il est malade et qu'il est dépendant. Pour lui, il ne l'est pas. Alors voyant tout ça depuis quand même presque un an. J'avais appelé donc en novembre dernier Caroline, puis j'avais surtout été entre guillemets déçue, pas du tout de Caroline, mais de pas avoir eu trop de d'avis, c'est pas d'avis, de partager avec d'autres personnes, parce que j'imagine bien que je suis pas la seule dans ce cas-là. Oui, tout à fait. Et puis là, l'été passant, en reparlant et tout, puis je vois bien qu'il n'a. Alors en fait, il est inactif en plus, c'est-à-dire qu'il a fait une formation de serveur. Ça va avec. Évidemment, qui lui plaît pas. Qui lui plaît pas, qui ceci, Et donc là, je voyais bien qu'il y avait la bière, maintenant il y avait d'autres choses. Là, je suis en vacances, j'avoue, depuis pas longtemps. Je lui ai dit hier, donc fiston, là, je lui ai dit, écoute, c'est comme ça, je te demande, Alexandre, vu ce qui se passe, de partir. Et alors pourquoi j'ai fait ça, pardon, c'est parce que j'appelle aussi de temps en temps, je pense qu'on peut le dire, Drogue Info Service, qui est quand même là et qui aide bien, qui est là pour nous entendre, quelles que soient les drogues du reste, la dictologie, et c'est eux qui m'ont conseillé, mais déjà plusieurs fois, je les appelle pas tous les jours, vous imaginez bien, mais de faire cette démarche, d'aller. Il me dit, mais pourquoi hier, notamment j'ai eu ce monsieur, il me dit, mais pourquoi vous lui dites pas de partir? Je dis, oui, mais j'ai peur qu'il tombe dans ceci, cela, ça s'empire et tout. Il me dit, mais pourquoi vous pensez ça? Je dis, je sais pas, peut-être que je suis maman. On pense à ça. Alors, voyant quand même que rien ne bouge ni rien, parce que tout le temps qu'on me dit qu'il va avoir un déclic, excusez-moi, mais là, ce mot-là, je crois que c'est, en ce moment, je l'exècre, c'est moi qui ai le déclic, même si vous imaginez bien que c'est vraiment pas facile et de gaieté de cœur. Je vous passe tous les noms d'oiseaux que j'ai eus, évidemment, et voilà, donc il est parti. C'est intéressant que vous ayez eu des noms d'oiseaux. Ah oui, c'est intéressant parce que, si je comprends bien, vous lui avez demandé de partir. Je lui ai demandé de partir, déjà pour mes vacances, parce que, vu comme c'était, moi je ne pouvais plus, je ne supportais plus, j'avais besoin de me reposer, donc j'ai eu droit à t'es égoïste, puis t'es une conne, t'es lâche, je ferai jamais ça à mes enfants, voilà, il est resté une demi-heure là, à la maison, assis dans le canapé, peu importe, mais à essayer, parce qu'évidemment, celle-là, il s'y attendait pas, il s'attendait à tout, sauf à ça.
Ça, sa mère le lâche. Surtout que je lui avais dit que j'arriverais pas à le faire. Bon, il y a quelque temps, que c'était difficile. Et puis comme je lui ai dit, écoute, il y a que les cons qui changent pas d'avis, il paraît. Et ben voilà, on y est. Enfin, voilà. Bon, moi, je suis restée le plus calme possible, parce que je suis quand même quelqu'un, d'impulsif. Ça doit, un peu s'entendre. Enfin, voilà. Bon, on est tous comme on est. Mais vous avez le droit d'être comme vous êtes. Surtout que il n'y a rien de plus déstabilisant. Enfin, déstabilisant, ce n'est même pas le terme, mais c'est perturbant que de voir son fils prendre de la drogue et d'assister impuissante à ça. Et puis c'est surtout qu'au bout d'un moment, on cautionne quelque part indirectement en laissant. Alors évidemment, le monsieur m'a dit gentiment, il me dit vu ce qu'il a ici, on est en Ardèche, voilà. Enfin, mais vu le contexte et tout, il me dit mais pourquoi vous voulez qu'il bouge ? Il mange, il dort, il a une chambre, enfin il a voilà. Il me dit mais il y aura rien qui bougera. Il y aura rien. Alors, j'ai essayé de lui proposer des choses. Il a même consulté un médecin addictologue. Il m'a fait plaisir pour y aller à l'époque. Bon, il y a été. Au deuxième rendez-vous, la veille, évidemment, il l'a planté. Enfin, évidemment, vu son état, je veux dire, vu qu'il n'est pas prêt encore à... Alors, je comprends bien que c'est de lui, comme toute addictologie, qu'il faut que ça vienne. C'est ça, je l'entends bien, c'est pas ça. Mais vous dites jusqu'où il faut aller là, qu'il faut se prendre le mur, mais quand Et puis quel mur ? Enfin bon, c'est pas facile, sincèrement, on est désemparés. Mais complètement désemparés, dans une grande détresse. Mais Christine, sachez en même temps que s'il prend de la drogue, au départ, c'est aussi parce que il est en souffrance. Tout à fait, j'en suis consciente. On a essayé de lui proposer la voie de voir un psychologue ou de voir... mais tout ce qu'on lui a tendu, même son papa avait trouvé un coach, c'était un coach, un monsieur très gentil, coach sportif, mais qu'il l'avait pris le mardi, vous voyez, qu'il avait essayé. Non, mais donc efficace. Il veut pas, il refuse tout. Il veut s'en sortir tout seul, il s'en sortira tout seul. Il va vous montrer là. C'est ce que je dis, regarde, je te donne l'occasion. Je dis, non mais bon, et puis il devient parano, ces effets-là, il ne veut pas les voir. Changement de comportement, violence verbale, éventuellement violence physique. Alors il n'y a pas eu jusque-là, parce que là on est intervenu avant, mais il a volé de l'argent, vous voyez, voilà. Non mais 5 minutes plus tard, vous y êtes, parce que le jour où il est en manque et qu'il a besoin de sa drogue pour pouvoir se sentir bien et qu'il n'a pas les moyens de l'acheter, sachez une chose, c'est que c'est vous qui prenez en première ligne. Je sais bien. Enfin, j'ai pas pris, je vous dis, heureusement encore, voilà. Et justement, au lieu de, je me suis dit, ma grande, là, le déclic, c'est toi qui dois l'avoir. Parce que si c'est pour après, voilà, que ça m'arrive, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, loin de là, si c'est pour le foutre dehors ou appeler les flics et tout, c'est pas pire, que de le mettre gentiment, si j'ose dire, de faire ce déclic-là, quoi. J'avoue que, mais bon, alors évidemment, il y a les clans qui sont pour, les clans qui sont contre, mais enfin, c'est moi avec sa jeune sœur de 16 ans, une jeune fille de 16 ans, qui vivons ça, quoi. C'est pas évident, je vous assure. Évidemment. Écoutez, en fait, vous vous posez des questions parce que donc vous l'avez mis dehors. Est-ce qu'il est parti ? Alors, vous allez rire, nous allons rire ensemble. Ce midi, on mangeait tranquillement, comme ma foi, bref, et il est apparu, oui, il faut bien rigoler quand même, il est apparu, ma foi, il est vivant, et il voulait chercher, une paire de voilà, il venait. Alors, mais ça s'est passé, 10 minutes, sa sœur rentrait, il y avait longtemps qu'il l'avait pas vu, ils ont parlé un petit peu, voilà, mais ça s'est passé tranquillement, oui, Alexandre, prends, voilà, hop, au revoir. Bon, parfait. Voilà. Je sais qu'il a appelé son papa aussi, qui était occupé aujourd'hui en faisant du sport. Voilà. Il faut qu'il fasse la même chose que vous, éventuellement. Ou alors il faut qu'il vous soutienne. Ah oui, mais ça, il est tout à fait. On est tout à fait dans le vent. Voilà. Aussi, quelle est la condition de retour ? Vous la connaissez ? La condition de retour, c'est qu'il se soigne, il accepte d'être malade et se faire prendre en charge. Formidable. Ah oui, pour ça moi, passe par une hospitalisation. Voilà. On est bien d'accord. On lui avait proposé à l'époque, le médecin, mais par contre, il lui avait dit, ce que je comprends, je ne veux rien faire contre toi, c'est de toi-même. Non, mais ça, il faut qu'il soit adhérent, ça, je le comprends, voilà. Mais comme là, il kiffe trop, comme il m'a dit, c'est super et tout, va kiffer. Formidable. Mais alors, Christine, donc, si vous appelez, c'est pour qu'on en parle. J'avoue que je vous ai découverte, Caroline, parce que je connais les deux autres personnes. Voilà, Sophie et l'autre Caroline. Pourtant, j'ai découvert l'émission l'année dernière, en août, je crois. Il me semble pas, ou alors j'ai zappé. J'avais déjà des soucis autres, là, avec mon couple.
je me souviens pas de vous, j'avoue. Et là, je vous évidemment, dès que vous êtes intervenu là dans la saison, et j'avoue que j'ai entre guillemets évidemment un petit faible pour vous, de la manière dont vous donnez, vous donnez votre avis et vous êtes de manière musclée mais douce. Attention, pas musclée, mais c'est gentil. Mais dans la bonne direction, vous voyez ce que je veux dire, et voilà. Et ça, c'est gentil de me dire ça. Écoutez, moi, j'ai ressenti ça. Alors, eh bien, de manière douce, Christine, douce, je vais vous dire que vous avez fait la seule chose à faire. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. La seule chose à faire, et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez eu le sentiment de le lâcher. En réalité, vous ne le lâchez pas. Non, j'ai eu le sentiment de lui donner, je crois, sa seule chance, qu'il se rende compte, parce qu'ici, il s'enterrait, et moi, quelque part, je lui permettais de s'enterrer, si j'ose dire. Vous lui permettiez de s'enterrer, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en le laissant faire, malgré votre état de détresse, mais déjà, ce qui est bien, c'est qu'il sache que vous êtes anti. Ça veut dire que chaque fois qu'il le fait, il sait qu'il est dans la transgression, quoi qu'il arrive. Bon, et ça c'est important. Donc il sait qu'il transgresse, même si il vous la joue. Oui, je fais ce que je veux, je kiffe trop, c'est trop sympa et c'est formidable pour moi. En attendant, il sait que niet. C'est faux. Je les appelle vulgairement, entre guillemets, ces merdes, parce que pour moi, ce sont des merdes chimiques. Voilà. Donc, on est bien d'accord que c'est interdit. Déjà, chez vous, c'est interdit. Oui, ailleurs, c'est au moins tout aussi interdit, mais ailleurs, vous ne pouvez pas le contrôler. Et oui, il a 20 ans, voilà, c'est bien pour ça que... D'accord. J'ai envie de vous dire que la seule façon de l'aider, et votre geste est thérapeutique. Thérapeutique parce que, à un moment donné, lâcher, c'est commencer le processus, c'est aider à commencer dans le processus de guérison. C'est-à-dire que voilà, le lâcher revient à enfin faire ce qu'il faut. Ça, c'est quand on a tout essayé, et visiblement, vous avez tout essayé. Et je vous félicite parce que vraiment, vous avez le courage, vous avez l'énergie, et c'est très, très destructeur parce qu'on se sent totalement impuissant, et que, voilà. Alors, j'avais eu la chance cette émission-là, enfin une ancienne émission, quelqu'un évoquait le cas d'une addictologie de son frère à l'alcool, et mais je vous assure, ça n'a pas été une renaissance, mais vraiment quelque chose de fort pour moi. On avait eu la chance qu'une professionnelle intervienne, et là, alors là, je me suis sentie comprise, quoi. Parce que comme elle a dit, on est sur deux mondes, le malade et l'entourage. Souvent, ceux qui sont le plus pressés à voir, c'est plutôt l'entourage que le malade lui-même. Parce que comment supporter facile, hein. Donc vous supportez, je pense que vous avez beaucoup supporté. Là où je vous rejoins tout à fait, parce que c'est exactement le cas. Il est en souffrance et surtout, il est malade. Et oui, c'est ce que je dis. C'est une pathologie. Donc quand on est malade, on se soigne, et on accepte d'être aidé par des médecins. Et le fait de lui proposer une hospitalisation, c'est ce qui va l'aider à comprendre que il est dans un univers médicalisé, et qu'un univers médicalisé, c'est bien quand on est malade. D'où l'intérêt de l'hospitalisation. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, tout à fait, mais le médecin, qui est évidemment un spécialiste là-dedans, compétent comme il y en a beaucoup, heureusement pour nous, lui avait évidemment expliqué tout ça. Il n'y avait pas, mais il a bien senti. Je suis sûre, quand il l'a vu sortir, il savait très bien qu'il ne le reverrait pas de sitôt. Bon, parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça. Parce que pour eux, évidemment, 20 ans être malade, c'est pas souvent, heureusement, le cas, quoi. Voilà. Et là, il voit, lui, il se réfugie là-dedans, et pour lui, c'est que bien, alors qu'il ne voit pas, et pourtant, il devient parano, je vous assure. Non, il se rend pas compte, quoi. Enfin, il s'en rend compte sans s'en rendre compte, quoi. Mais il a vraiment changé, quoi. Donc, là, je dis, il faut arrêter, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut dire stop, quoi, d'une manière ou d'une autre, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors, c'est pas celle dont je rêvais, c'est pas ça. Enfin, c'est pas une question même de rêver ou pas, c'est de penser. Non, c'est la seule, Christine. C'est une question de survie, je crois, pour lui. Mais pas seulement, je veux dire, parce que c'est ce qui va l'amener d'abord. Ensuite, sachez-le, il est sans argent, il est sans ressources. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment va-t-il vivre? Déjà, il va falloir qu'il l'imagine. Parce que mais il m'a dit là pendant qu'il était resté, mais tu te rends compte, pendant 3 semaines, parce qu'au début c'était les vacances, mais 3 semaines, comment je vais faire pour manger, ceci, tu t'en fous toi? Je dis mais pas du tout, tu vas t'organiser. Tu vas t'organiser puisque justement tu kiffes tellement, tu vas trouver les moyens de kiffer en même temps. Je volerai tout, j'ai pas de problème, t'es majeur, vas-y, mais c'est très bien, c'est très bien parce que au moins s'il est intercepté, ça sera encore mieux. Tiens, non mais bon. Tout à fait. Moi sincèrement, Caroline, j'avais pensé même à le faire
interné de force des fois, parce que je me dis, mais attendez, là c'est presque pour moi une non-assistance à personne en danger. C'est pour ça. Voilà. Et là, non-assistance à personne en danger, ce que vous avez fait est la seule chose à faire. Je vous Évidemment, le les dis. médecins ne disent pas ça. Je vous assure, j'aurais fait avant. Non, mais hein, bon, moi, pour avoir suffisamment travaillé dans la dictologie, je peux vous le dire. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, bon, voilà, Caroline, elle a peut-être comme vos collègues, voilà, heureusement, vous avez plein de connaissances de votre métier, tout ça, puis bon, votre expérience, enfin voilà. Non, Donc, voilà. je dis, voilà. Donc, c'est pas compliqué, c'est la seule chose à faire parce que c'est la seule façon de l'aider. Il n'y en a pas d'autre. Parce que vous avez essayé beaucoup de choses, vous l'avez emmené voir médecin, Oui, tout à fait, psychologue, je vous assure, on a coach, vraiment, les deux parents sont concernés. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? La seule chose à faire et c'est la thérapie. N'importe quel médecin vous le dira. La thérapie, c'est précisément de le lâcher. Et le lâcher, ça ne veut pas dire le lâcher, ça veut dire... Non, je comprends, non, mais pas dire je m'en manque et puis c'est me dire c'est ta vie, salut quoi. Exactement, Oui, c'est de le lâcher. Lui, pour qu'il soit seul, face à son problème, face à ce qui va se passer, face à sa maladie, aussi, hein, mais complètement, et puis surtout à ses incapacités pour l'instant, c'est-à-dire comment va-t-il faire pour se nourrir, pour vivre ou dormir ou loger, etc. Tout ça, il va bien falloir y faire face. Donc, moi, je pense que vous allez le voir revenir d'ici peu de temps, et là, je vous en supplie, il faut que vous et votre mari soyez, enfin, votre ex-mari, de ce que je comprends, soyez très ferme en disant, voilà, tu veux revenir, il n'y a pas de problème, ça passe par la case hospitalisation. Il n'y en a pas d'autre. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais merci à vous. Je vous remercie, l'émission que nous faisons tous. Là, exactement, parce que cette émission, c'est la vôtre. Merci Christine, au revoir. Merci, au revoir. Que nous abordons notre deuxième heure de Libre Antenne. 3921, notre numéro d'appel. Il est plus de minuit, un moment où quelquefois on a le cœur gros, où les soucis peuvent prendre plus d'importance, ou au contraire vous savourez seul une très bonne journée et c'est dommage. Alors, autant la partager avec nous, je suis à votre écoute. Si vous avez besoin d'un coup de main pour y voir plus clair, une situation qui se complique, n'hésitez pas, 3921. 7 39 21 pour vos SMS, en commençant par le mot nuit bien sûr. Et vous pouvez aussi nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Et nous allons continuer avec Lily. Bonsoir Lily. Oui, bonsoir Caroline. Alors, toujours délicat la première minute. Mais oui, puis après on oublie, dès la deuxième c'est terminé. Donc vous aussi vous souhaitez parler d'un problème en fait d'addiction. Un peu similaire au précédent, oui. Ouais. Alors. Mais en même temps, il ne s'agit absolument pas du même enfant, j'allais dire, du même personnage, de la même personne. Non, j'imagine bien, mais vous savez, toutes les histoires sont différentes et on trouve aussi, comme je le disais tout à l'heure, des résonances. Bien sûr, j'en suis consciente parce que quand vous avez dit qu'il était en souffrance, c'est exactement ça. Moi, mon petit-fils, par contre, il a eu le courage de lui-même, la volonté, on va dire, d'arrêter le cannabis brutalement et d'arrêter l'alcool brutalement. Il a tout arrêté d'un seul coup. Alors, alcool et cannabis. Et cannabis. Alors, il en prenait depuis combien de temps ? Alors, je pense qu'il en prend depuis plus de 2 ans, parce qu'il a arrêté brutalement aussi son lycée, l'année de ses 18 ans, comme je l'ai mis dans le mail. Il a quitté le lycée et il est resté chez son père un moment, puis il a voulu partir et descendre chez sa mère qui habite maintenant dans le Midi. Oui. Donc, il a repris le lycée là-bas, mais ça s'est pas bien passé. Enfin, bref. Et bon voilà, il est parti et il a voulu travailler. Bon. Alors travailler, sa mère travaille dans un club de vacances dans le Midi, bien. Donc il est parti
travaillé comme serveur. Rapprochez-vous Lily, parce que par moment je vous perds. Pardon. Oui, donc sa mère l'a fait rentrer comme serveur dans un club de vacances. Pas mal. Voilà, bien sûr, mais enfin bon, comme il a dit, c'est un sale boulot, quoi. C'est un boulot. Mais tant mieux. Enfin, il a eu tant mieux. Pourquoi tant mieux? Tant mieux parce que c'est lui qui me l'a dit. C'est un boulot. Il m'a dit, je pense que je peux faire autre chose, mais je n'ai pas le courage. Et ça veut dire quoi, faire autre chose? Il sait pas. Ouais, mais ça veut dire peut-être aussi reprendre des études. Peut-être, mais pour le moment, ça fait 2 ans. Hein. Ça n'a aucune importance. Sachez, écoutez Lily, sachez que c'est très fréquent. Et c'est surtout à la suite d'une expérience professionnelle où on se rend compte que, mon Dieu, bien sûr, on peut y arriver sans diplôme, mais quelquefois c'est plus difficile. Et que surtout, quand on en a la possibilité, ne pas les faire, c'est vraiment dommage. Bien sûr que c'est dommage. Et que c'est ça que vous devez lui faire entendre. C'est-à-dire, tu as arrêté, on peut reprendre. Ça n'est pas définitif. S'il le faut, on fera le nécessaire pour t'aider à reprendre et tu vas y arriver très bien. C'est compliqué quand même. Non. C'est très compliqué. Non. Parce que sa mère habite dans le Midi, son père ici dans le Jura. Donc, et alors, à un moment donné, il va choisir un endroit. Oui, peut-être qu'il choisira d'ailleurs d'être seul, mais j'ai l'impression, on a l'impression qu'il n'est pas du tout dans la vie d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que le fait de s'accrocher au travail, on pensait même pas qu'il allait s'accrocher autant que ça, parce que ça a été extrêmement dur. En plus il a travaillé dans le même club, mais dans un autre endroit, c'est-à-dire à la montagne où il a eu froid, ça a été terrible. Il appelait son père tous les soirs en pleurant comme un enfant. Parce que il n'était pas bien. Oui. Il était loin parce qu'il sait pas où il habite. On a l'impression même qu'il est bipolaire. On ne sait plus. Alors, on ne sait plus. Bon, et il ne veut pas se faire soigner. Bon, alors écoutez-moi Lily. D'abord, ne pas vouloir se faire soigner, c'est un tort. Mais ça, on peut y arriver parce que quand il va constater qu'il n'est vraiment pas bien, il va le faire. Moi, je voudrais vous parler des conséquences de ce qu'il a fait. Combien de temps il a pris des choses, vous m'avez dit, pendant 2 ans? Oh, largement, oui. Largement, 2 ans et demi, 3 ans peut-être? Peut-être 2 ans et demi, 3 ans, on ne sait pas. Bon. Donc, mais je pense que c'est au minimum 2 ans. Il a arrêté il y a 2 ans aussi? Il a arrêté, non, là, maintenant. Il y a quelques mois. Il y a quelques mois. 2-3 mois. Bon. Alors, je voudrais vous dire la chose suivante. Ce n'est pas parce qu'on arrête qu'on est guéri. Ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il va replonger. C'est pas ça l'idée. Ça veut dire que, quand même, il y a des conséquences physiologiques sur le cerveau quand on prend des produits et que ce n'est pas parce qu'on a arrêté que le lendemain tout est pareil et tout est revenu. Oui, donc il faut attendre. Oui, il faut attendre. Mais par contre, il ne peut pas attendre tout seul. Il faut lui dire que oui, il va récupérer ses fonctions cognitives, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Oui, faculté de concentration, faculté de mémorisation, etc., etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il veut pas reprendre ses études, parce qu'aujourd'hui, il en est incapable. Ah oui, d'accord. Il en est absolument incapable. Donc ça n'est pas dans l'immédiat. Mais il faut lui faire valoir la possibilité et la perspective qu'il l'ait en tête. Voilà. Alors, par exemple, et ça peut vous aider. Un SMS de la part de Nicolas. C'est très simple de reprendre des études, notamment en VAE. J'ai 35 ans. Pas de diplôme à la base, je suis depuis 1 an en école d'ingénieur. Oh là là, oui. Voilà, donc sachez-le. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai que nous savons qu'il y avait des pistes, on a regardé avec mon fils un petit peu, voilà. Donc oui, dites-moi. Oui, donc par contre, ce n'est pas un thérapeute qui doit l'aider, c'est un médecin. Et éventuellement, en plus, un thérapeute. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut lui dire, c'est-à-dire ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'en sortir comme ça. C'est impossible parce qu'effectivement, il a, je veux dire, ses neurones ont souffert. Voilà. Oui, mais c'est très, ça se voit. Bon. Ça s'entend. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il pleure. Et il y a un épisode très dépressif qui suit l'arrêt des produits. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Donc ça, sachez-le et ayez-le en tête. Un épisode dépressif important suit l'arrêt des produits.
Voilà. Et comment faire pour lui faire comprendre et admettre La dépression est une maladie. La dépression est une maladie. Donc, comme c'est une maladie, ça se soigne avec l'aide de médecins. Éventuellement aussi de thérapeutes qui vont l'aider, mais les médecins vont l'aider une fois qu'il y sera. Mais commencer par lui dire qu'il est dans un état tel qu'il a besoin de médicaments. Il a besoin de médicaments aujourd'hui, votre fils. Alors, pourquoi? Il en a pris un peu, mais très peu, 8 jours. On oui, mais 8 jours, ça sert à rien. Pas. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez très bien lui expliquer. C'est-à-dire que comme il a consommé, le manque fait qu'aujourd'hui, il a besoin de médicaments, d'être aidé pharmacologiquement pour compenser. C'est simple à comprendre pour lui. Bah oui. C'est très simple. Vous voyez. Comment lui faire admettre? Il ne veut pas. Comment faire? Écoutez, parce qu'en plus, il est chez sa. Excusez-moi, mais il est chez sa mère, qui elle le fait comme si rien n'existait. Et ça me dérange énormément parce que c'est mon ex-belle-fille et avait une fille avec laquelle une fille que j'adorais, qui était comme ma fille. Je n'ai pas de fille, elle a remplacé. Et on a été très très longtemps en très très bonne relation. Maintenant, elle ne veut plus parler à mon fils. Donc, de fait, moi, je ne peux plus l'appeler non plus. Je lui ai envoyé un SMS, un grand SMS un jour pour lui expliquer la situation parce qu'elle n'a pas l'air de se rendre compte que ce gamin est en grande souffrance. Ou elle fait comme si il était bien. Oui, mais je vais vous dire, il faut lui parler. Il faut lui parler. Pardon. C'est pas un SMS qu'il faut lui envoyer, Lily. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Vous ne pouvez pas, vous? Je vais essayer. Vous, pas votre fils, vous, en disant je te parle parce que je sais que tu es intelligente, je comprends que tu sois, vous la voyez ou vous la tutoyez? Je la tutoie, bien sûr. Bon, je comprends que tu sois en conflit. Je la connais depuis l'âge de 16 ans. Bon, je comprends bien sûr que tu sois en conflit avec mon fils et il ne s'agit pas de ça et que tu n'aies pas envie de lui parler. Moi, je sais que tu es intelligente et je sais que tu comprends les choses. Voilà ce que j'ai constaté. Je suis inquiète. Voilà pourquoi. Ça n'est pas une bonne chose que d'être dans le déni. En revanche, vous la félicitez, c'est une bonne chose qu'il travaille là pendant un mois. Et moi, je vous le dis, c'est une bonne chose parce que en ce moment, tout ce dont il est capable, c'est de concret. De rien de plus. Donc même s'il trouve ça dur, c'est du concret, il sait quoi faire le matin, il sait pourquoi il se lève et toute la journée il est occupé sans avoir besoin de penser. Et ça, c'est très important. Excusez-moi. Mais je vous en prie. C'est l'émotion. Non, mais c'est l'émotion. Peut-être. Un petit peu d'eau. Oui, peut-être. Donc, c'est vrai que ce qui me dérange, c'est qu'il refuse de se soigner. C'est que quand je lui ai un petit peu lâché les baskets, parce que j'ai compris qu'il fallait lui lâcher les baskets, comme la dame précédente, mais le lâcher complètement, mon fils, ça devait être impossible, et à moi non plus. Alors, est-ce qu'on est dans... C'est peut-être pour ça qu'il est parti, hein, chez sa mère, parce qu'elle le laisse tranquille. Oui, voilà. Mais vous faites bien de ne pas le laisser. Vous faites très bien. Moi, je ne peux pas le laisser. Je veux qu'il sache qu'on est toujours là, s'il a besoin. Alors, mais je lui envoie des petits mails, des petits, pas des mails, parce qu'ils n'ont plus ça, ils ont autre chose. Ils ont les tablettes, les machins, les trucs. Bref, je lui envoie des SMS, comme je dis, pour comment dire, conserver un lien avec lui. Donc, je lui parle musique, je lui parle des Daft Punk, des machins, enfin n'importe quoi, parce que moi j'aime beaucoup, et lui aussi. Donc, histoire d'avoir un petit lien avec lui. Vous voyez, mais il n'écoute plus rien, c'est fini. Oui. Ouais, il essaye de se consacrer à son job, et malheureusement, il a beaucoup de mal, puisqu'il ne peut pas se concentrer, parce qu'il est malade. Voilà. Et comment faire admettre à ma belle-fille, mon ex-belle-fille, qu'il faut le faire soigner, ce gamin. Oui, il faut le faire soigner, parce que c'est le médecin qui appréciera quel type de médicament lui donner, vous comprenez ? À la fois il est en dépression, à la fois il a peut-être besoin d'autres molécules plus appropriées. En tout cas, ce dont il faut parler réellement, c'est que le manque crée des carences et que ces carences doivent être compensées par une aide pharmacologique, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément des antidépresseurs, hein, ça peut être autre chose.
Oui, parce que je lui en ai parlé, bien sûr. Je lui ai dit, il faudrait que tu te fasses aider et tout ça, et prendre des... Oui, mais il m'a dit, moi, je ne vais pas remplacer la drogue par les médicaments. Si, je veux être addict de rien. Oui, d'accord, mais tout seul... Plus rien. Voilà, alors... Tout mais seul, c'est pas bien. Non, tout seul, tu vois bien que tu ne t'en sors pas. C'est donc qu'il y a un problème. Les médicaments peuvent t'aider un temps. Ça n'est pas définitif, c'est pas à vie, mais ça va t'aider un temps. Ça va t'aider à refaire surface, ça va t'aider à pouvoir penser, à récupérer les capacités de mémorisation, de concentration. Et je ne vous cache pas que c'est long. Ah oui, ça va être long. Que c'est long. Hein, on n'est pas, c'est pas tout de suite, donc sachez-le. Alors mon fils, donc il travaille, il va finir sa saison donc d'été, et il va venir. Mon fils va partir là fin octobre s'installer au Maroc. Ah ouais, c'est le pompon ça. Oui. Alors non, mais il veut qu'il vienne y passer un mois pour faire autre chose, pour voir autre chose. Découvrir autre chose. Ah oui, parce que si son père le lâche, c'est foutu. Il veut pas le lâcher, mon fils. Oui, alors sûr, effectivement, il faut qu'il l'emmène. Oui. Il faut qu'il l'emmène. Maintenant, je suis pas sûre que le Maroc soit le meilleur endroit pour. Oui. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors à part le lui Maroc ? lui dire que. Écoutez, pour l'instant. Et pourquoi ça serait pas une bonne idée ? Parce que c'est facile de se replonger là-bas, on va le dire comme ça, dans le cannabis. La facilité. Oui. Non, pas seulement. Mais enfin, c'est quand même de là-bas qui vient aussi. Oui, bien sûr. Il en cultive, oui. Voilà. Oui, il nous l'envoie, oui. Alors ça, si vous me dites ça, alors ça va m'écrouler encore plus. Non, mais le but, c'est pas ça. C'est que je veux bien qu'il aille y passer un mois. Ça m'ennuierait qu'il aille s'y installer. Ah oui, d'accord. Non, mais il n'ira pas s'y installer, je ne pense pas. Non, passer un mois avec son père, oui, ou qu'aille son père, c'est une bonne chose à condition que le père soit présent. Voilà. Mais c'est ce dont... Mon fils a toujours été présent, contrairement à ce que le gamin dit, mais il n'avait pas le temps de s'en occuper. Parce qu'avec un métier d'hôtel-restaurant, vous ne pouvez pas... il était seul, il avait une nouvelle compagne, mais il était plutôt seul, et c'est moi qui gardais le gamin souvent, une semaine sur l'autre, surtout les premiers temps, et je vois bien comment ça se passe. J'y ai travaillé un petit peu aussi, et donc on pose une question, il me dit oui, il répond, et 2 secondes après, le téléphone sonne, il a autre chose à faire, il vous répond plus. Et le gamin, il a passé sa vie à côté de son père, sans que son père le voie, quasiment. Hein, je l'ai mis dans le mail. Il n'y avait que moi qui était là 1 semaine sur 2, présente, quand tout ça. Mais c'est déjà formidable. Excusez-moi, il n'est pas tout seul. J'étais pas totalement là parce que j'avais ma mère qui était malade d'Alzheimer que j'allais y voir tous les jours. Ah oui, enfin, ça veut dire que vous êtes la personne qu'on appelle en cas de besoin. Et ça, c'est important. Et croyez-moi, il le sait. Oui, bien sûr. Je sais, je lui ai dit qu'il pouvait m'appeler jour et nuit. Tout le temps, quand il veut. Bon, alors écoutez, il faut lui faire entendre que son problème, il est d'ordre pathologique et qu'aujourd'hui, il est pas seulement pas bien, mais malade, et que c'est important pour lui d'aller voir un médecin. Ne serait-ce qu'un médecin pour un conseil. Le mieux, c'est de l'accompagner dans un hôpital ou chez un médecin généraliste ensemble, quelqu'un de la famille que vous connaissez, qui va le diriger. Et puis voilà, en disant, écoute, on y va juste pour un avis, c'est un médecin. C'est pas un psy, c'est pas un thérapeute, mais peut-être que ça serait bien que tu entendes, on y va tous les deux, je t'accompagne, si tu préfères, je reste dans la salle d'attente. Et vous voyez, vous le laissez parler avec le médecin qui va lui expliquer ce que je suis en train de vous dire. Mais comme c'est un tiers, il va beaucoup mieux l'entendre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que venant de vous, il met votre... Oui, c'est vrai, mais si vous voulez, j'ai déjà fait ça. Chantage affectif. Si tu m'aimes, fais-le pour moi, je suis trop malheureuse. Voilà. Oh là là. Ah non, peut-être, c'est vrai. Ouais, non, mais bon, il faut y arriver. Il faut y arriver. Et pourquoi pas ? Moi, parce que je l'ai emmené une fois parce qu'il avait rendez-vous et que mon fils n'a pas pu l'accompagner. Encore un truc, vous voyez. Bon, ça me rend malade. Allez-y, ça me rend malade. Je ne dors plus. Je ne dors plus tant que incapable de s'exprimer. Donc, il a fallu que je vienne parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer tellement il n'était pas bien. Voilà, en disant je suis malheureuse de te voir comme ça. Donc, je te demande juste, on va voir ce médecin ensemble voilà. Mais fais ça pour moi. Je t'ai jamais demandé grand-chose, mais ça, tu le fais pour moi. Alors c'est vrai qu'on va se voir fin août parce que il va avoir ses 20 ans, fin août. Mais on va 2 jours. Alors 2 jours, ça va être court. Vous avez tout le temps. Pendant 2 jours, vous sortez un marteau-piqueur et vous le serinez.
D'accord, Lily, parce que je sens quand même une certaine énergie dans votre voix. Donc, oui, j'ai pas envie de le laisser ce soir. Mais voilà, de laisser tomber parce que sa mère est à côté de la plaque là complètement. Non, mais vous lui parlez en disant, je comprends que tu ne veuilles pas parler à ton ex-mari, c'est pas un problème, vous êtes en conflit, donc je comprends. Mais tu es une femme intelligente et voilà, moi je suis inquiète pour telle et telle raison. Parce que moi je sais pas pourquoi elle a décidé de couper des ponts il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Ouais. Et elle fait celle qui... Elle s'en occupe pas du gamin. Elle s'occupe pas, il va bien. Comme pour elle, il va bien. Alors, non, mais parce qu'elle préfère penser qu'il va bien. Mais vous pouvez lui parler. Elle préfère penser, mais pourquoi ? Parce que ça l'arrange pas, c'est un constat d'échec pour elle. Ouais. Déjà que c'est un échec avec son premier mari, enfin avec mon fils. Donc elle s'est remariée, c'est également un échec. Alors, voilà, on va dire que c'est un constat d'échec et qu'elle n'a pas envie de faire. Donc elle préfère dire qu'il va bien. Ça la renvoie à ça. Bon. Ah ouais, mais ce gamin, on peut pas le laisser comme ça. On peut pas du tout le laisser comme ça. Non. Et je pense que vous avez la ténacité pour lui maintenir la tête hors de l'eau. Bon. Écoutez, je vais essayer de... Ça passe par un médecin, Lily. Un médecin, mais vraiment un médecin, pas forcément un thérapeute, parce que... Bon, non, pas un thérapeute. Voilà. Commencez par un médecin de famille. Vous voyez ce que je veux dire ? Un médecin généraliste, vous avez peut-être un médecin, vous allez voir un généraliste, vous lui passez un coup de fil avant, vous lui expliquez, et vous lui dites, voilà, je vais venir avec mon petit-fils, ou il va venir tout seul, je vais attendre dans la salle d'attente, parce que peut-être qu'il n'aura pas envie que je sois là, je vous verrai, mais... il faut qu'il vous voie et que vous lui donniez la marche à suivre et que vous lui indiquiez comment se faire aider et que surtout vous lui expliquiez quels sont les dégâts qui ont pu être occasionnés et que c'est long de s'en sortir. D'accord ? Ouais, d'accord, ok. Le mieux, ce serait une consultation à l'hôpital. Il y a toujours dans tous les hôpitaux des consultations d'addictologie. C'est vrai, oui, mais bon, j'ai peur qu'il... Alors là, ça soit complètement... Écoutez, en tout cas... Bon. Commençons par un généraliste. Oui, voilà. Commençons par un généraliste. Oui. Comme il va venir dans 2 mois, je vais faire ce qu'il faut pour l'emmener avant qu'il s'envole au Maroc pour 1 mois. Ok. Voilà. Bon courage à vous. C'est comme ça. Ok. Mais écoutez, je vous remercie infiniment, Caroline. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de votre confiance. Au revoir. Merci, au revoir. Dals sur Europe 1. Et nous allons poursuivre avec Michel. Bonsoir Michel. Je suis contente de vous entendre parce que dans son message, Christine demandait qu'il y ait des témoignages et que vous avez vécu une situation un peu analogue, je crois. Oui, que je vis toujours parce que je dirais que quand on a vécu ce genre de choses avec son enfant, ça nous poursuit. On a toujours... et puis les choses ne sont pas tout à fait résolues. D'accord. En revanche... Comment ça s'est passé pour vous ? Alors, moi, mon fils a commencé effectivement avec l'entourage de son père, malheureusement. Quel âge ? Très jeune, 12 ans, je dirais. Ah, oulala. À fumer du tabac normal, ce qui est quand même grave. Oui. Et après, ça a été un peu l'escalade. Et moi, j'ai été, je disais, jusqu'à dénoncer mon fils à la police. Je suis allée voir... la brigade des mineurs en expliquant, parce que j'avais trouvé du cannabis chez moi, en disant voilà, je voudrais savoir si vous pouvez m'apporter une aide. J'en avais parlé à mon médecin qui avait été un peu évasif. Et j'ai été chercher de l'aide à la brigade des mineurs qui m'ont dit oui, il n'y a pas de souci, on va lui faire peur, etc. Et en fait, ça a été complètement néfaste parce qu'ils ont eu un comportement pas du tout pédagogique et très répressif, qui m'a même fait peur au bout d'un moment. Bah oui, parce que consommer en France, c'est un délit. Oui, alors c'est pour ça que je voulais dire à Lily, c'est vrai que le cannabis vient du Maroc, mais consommer au Maroc, c'est se retrouver dans une prison comme en Thaïlande, et vaut mieux pas s'y aviser, par contre. Voilà. C'est très grave. Mais moi, j'ai fait toutes les démarches pour mon fils. Mais je dirais que c'est un peu à cause d'une dépression et d'un malaise qui s'est mis effectivement dans la drogue, et pas l'inverse. Et moi, je me dis que si on considère ça, l'addictologie, comme une maladie, on ne rejette pas un malade. Non. Pour moi. J'ai mis mon fils à la porte à un moment. Oui, non, mais j'ai mis mon fils à la porte à un moment parce que c'est des situations parfois insoutenables. Oui, mais Michel, ça fait partie du traitement. Voilà.
si vous voulez, le mettre à la porte fait partie du traitement. Oui, mais après... Je sais que c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Mais quand notre enfant revient et qu'il est complètement démoli d'avoir été, d'avoir mangé effectivement dans la rue, d'avoir dormi sur un banc, on ne peut pas le rejeter. Donc, je n'ai jamais dit qu'il fallait le rejeter. J'ai dit que la condition, c'était l'hospitalisation. Là, on peut l'amener à se faire hospitaliser parce que vous avez raison, c'est un malade. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un malade ? Alors moi j'ai voulu, comme disait la dame tout à l'heure, le faire hospitaliser, on me l'a refusé. J'ai appelé l'hôpital, on m'a tout refusé. Tous les gens que j'ai appelés, les hôpitaux spécialisés, les désintoxications, tout, on m'a tout refusé parce que la démarche devait venir de lui. Et pourtant mon enfant était mineur. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que ne pouvant plus supporter, je suis allée voir moi-même un psychologue pour moi en me disant comment est-ce que je peux faire pour supporter et l'aider à la fois. Et ce que m'a fait comprendre la psy qui m'a moi aidée, qui était vraiment très important, parce qu'en fait, ce qu'on prend mal, c'est qu'on se dit voilà, c'est contre nous, ça nous fait du mal, alors c'est pour m'embêter ou c'est pour me faire du mal. Voilà, mais on a du mal à l'appréhender à un moment. Et moi, la psychologue, elle m'a aidée, elle m'a donné des armes pour que je puisse le regarder plus comme un être à part entière que comme mon fils, pour prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et effectivement, à partir de là, j'ai pu plus discuter avec lui dire pourquoi je supportais pas de le voir dans cet état, pourquoi c'était effectivement mauvais pour lui, toutes les démarches qu'il pouvait faire. Je l'ai emmené chez mon généraliste qui lui a donné la marche à suivre, mais il n'a pas voulu la suivre. Et il y a un moment, effectivement, où il est passé, quand j'ai craqué complètement, c'est quand il a pris des drogues plus dures. Et aujourd'hui, effectivement, il a continué à mener sa vie. Aujourd'hui, il vit avec son ami. Et aujourd'hui, il consomme encore un peu de cannabis. À un moment, il s'était mis à boire, il a arrêté de boire. Il essaye tout seul. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, ils sont addicts à un produit et ils refusent totalement de prendre des médicaments. Ah oui. Ça, c'est vraiment un paradoxe que moi, je comprends pas. Mais aujourd'hui, on a des conversations, je dirais, classiques. Comme je lui dis, je te parle d'adulte à adulte. Hein, c'est mon enfant, mais je te parle comme un adulte. Et il arrive petit à petit à se rendre compte des choses. Et je pense que bientôt, il va aller se faire soigner de lui-même. Et je pense que c'est vrai que la démarche, faut pas qu'on dise à tout prix quoi faire pour... Moi, ce que j'ai essayé de comprendre aussi, c'est pourquoi il en était arrivé là. Et il se trouve à un moment, en plus, il y a 16 ans, son papa est mort. Il n'avait pas le temps de vivre avec lui ce qu'il avait voulu vivre. Et je pense que ça l'a complètement désorienté par rapport à sa vie, voilà. Et je pense qu'il faut quand même qu'on s'accroche en tant que maman. C'est ça qui est difficile, mais qu'on s'accroche tout en étant tout en ayant un regard extérieur. À chaque fois que je me suis opposée à lui, je lui ai dit que je l'aimais, mais je lui ai dit que je n'étais pas là pour le voir se détruire, que je ne l'avais pas mis au monde pour ça, et que je n'étais pas là. Alors moi, je ne lui ai jamais donné d'argent. Même aujourd'hui, quand il est dans une situation difficile, je fais des courses, je paye une facture, mais je ne donne pas d'argent. C'est parfait. Il le sait, il sait que maintenant j'ai confiance en lui dans ce qu'il me dit, parce qu'il me dit les choses telles qu'elles sont. Mais il sait qu'il y a des stades que je ne dépasserai pas et sur lesquels je ne reviendrai pas. Donc, écoutez, Michel, je vous trouve tout à fait formidable. Je pense que vous avez eu raison. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que lorsque votre fils, vous le mettez à la porte, il revient, il est tout de même prêt, différemment prêt à vous entendre. Cette fois-ci, il vous écoute. Prise de conscience, voilà, exactement. Oui, cette fois-ci, il vous écoute davantage. Oui. Je pense que même chez lui, ça a ouvert une prise de conscience. C'est pour ça que le mettre dehors fait partie du traitement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est paradoxal, mais il s'agit de cela. Oui, mais je pense que moi, j'aurais pas pu le faire si je n'avais pas été... C'est dommage. Si je n'étais pas arrivée à bout. Ouais. Je l'ai fait parce que je supportais plus. Et de le voir comme ça, et des crises qu'il me faisait, moi j'ai déjà appelé l'hôpital en détresse parce qu'il avait voulu se jeter par la fenêtre. On habite quand même au 9e étage. Le SAMU m'a dit, écoutez, rappelez-moi quand il aura sauté. Non, mais ça, c'est invraisemblable parce que normalement, le rôle des médecins en France, c'est aussi de protéger les individus contre eux-mêmes. Donc, oui, mais moi je me suis dit, en appelant le SAMU, ils vont l'emmener, il est en pleine crise. Ils n'ont jamais voulu se déplacer. Ouais. Parce qu'il ne m'avait pas blessé, il ne s'était pas blessé. Peut-être qu'il aurait fallu appeler les pompiers. Oui, peut-être.
Les pompiers sont assez chevronnés dans ce cas-là. Ils ont l'habitude de faire face à ce genre de situation. Ils vous emmènent directement aux urgences à l'hôpital. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'on est relativement seul, que c'est important d'aller voir quelqu'un pour en parler, parce que pour notre propre équilibre, on en a besoin. Et un thérapeute, enfin moi, mon médecin généraliste m'a beaucoup aidé, mais à un moment, elle m'a dit, allez voir quelqu'un pour en parler. Et c'est vrai que le fait d'aller voir une psychologue, ça m'a aidé à prendre le recul nécessaire et à avoir moins mal. Bien sûr. Et quand on a moins mal, on peut être... Enfin, je dirais que... On n'est plus la proie de ses émotions. On est moins la proie de ses émotions. Mais là où je trouve très intelligent ce que vous lui avez dit, c'est que chaque fois, je reprends vos termes, chaque fois que vous vous êtes opposé à lui, vous lui avez dit en même temps que vous l'aimiez. Oui. Donc, ça n'était pas contre lui. Ça n'était pas contre lui. Et tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait par amour. Et ça, il l'a très bien senti. Voilà. Tout comme j'ai pu lui dire X fois, parce qu'il m'a reproché plein de choses. Je lui ai dit X fois, je me suis certainement trompée, mais je ne l'ai pas fait délibérément. On fait des erreurs dans la vie quand on élève ses enfants, quand on choisit une voiture, quand on fait n'importe quel acte de la vie quotidienne ou de notre vie sentimentale ou autre. Et effectivement, on a fait des erreurs. Et que vous savez quoi, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que rien n'est pire que des parents parfaits. Oui. Voilà. En tout cas, ça, c'est terrible, les parents parfaits, parce qu'on n'a pas contre quoi s'opposer. Et ça fout en l'air autant que le reste. Ouais. Mais ça, je dirais que, parce que moi, j'ai élevé mon fils seul, et effectivement, j'ai eu des périodes très difficiles auxquelles j'ai toujours fait face. Et à un moment, mon fils m'appelait Madame Parfaite. Parce que je lui disais, ben oui, mais moi aussi, je fais ça, et c'est pas facile pour moi, je le fais quand même, parce que, voilà, j'ai mes raisons de le faire, et ça me semble bien, etc. Et c'est vrai qu'il m'a dit, il y a pas longtemps, toi, tu t'es toujours sortie de tout, quand tu m'élevais toute seule, c'était compliqué, tu travaillais le jour, tu travaillais la nuit, il y avait quelqu'un qui me gardait, etc. Et oui, je lui dis, mais c'est mon ressenti. Après tout, si quelqu'un à ma place ne fait pas la même chose, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que moi, j'ai fait ce qui me semblait bien pour toi, pour que notre famille aille bien. Et puis, après, parce que vous êtes sa mère, et que quand on est une mère, on essaye de faire ce qu'on peut pour son fils, et on y arrive comme on y arrive, voilà. Oui, ça a plutôt marché, comme je lui ai expliqué. On s'en est plutôt pas mal sortis. Moi, j'ai une vie équilibrée, un travail, un appartement, des factures que je règle. Et lui, il a beaucoup de mal à travailler. C'est vrai qu'il a du mal à garder un travail. Alors, je travaille dans un centre de téléphonie et en même temps, le week-end, je fais parfois des extras pour pouvoir m'offrir des vacances. Voilà, c'est bien. Donc on n'a pas de vie facile, parce que je sais pas si la vie facile ça existe, mais en même temps, comme je lui dis, il faut avoir un but dans la vie, avoir une envie, même petite, même se dire tiens, je m'offre juste un petit week-end, mais se donner les moyens de réaliser ce qu'on a envie de faire. Écoutez, je vous trouve tout à fait formidable. J'espère que Christine vous entend. Mais j'espère, parce que je crois qu'elle va avoir besoin de beaucoup de courage, et je crois qu'il faut qu'elle essaye de ne pas en vouloir à son fils. Oui, c'est dur, je sais. Non, mais elle n'a pas dit qu'elle lui en voulait, elle a dit que c'est parce qu'elle ne pouvait plus. Elle a appelé d'ailleurs plusieurs fois, elle en a fait part Infodrogue, qui est tout à fait remarquable et qui lui a donné des conseils pertinents. Donc, de bons conseils. Donc, et je pense que vous avez été très bien aidé, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous. Oui, et l'avantage que j'avais, c'est que mon fils avait des amis depuis très très longtemps que je connaissais. C'est-à-dire que quand je l'ai mis dehors, j'avais des nouvelles. D'accord, c'est important. Je savais parfois ce qui lui arrivait dehors. Ça ne s'est pas arrivé souvent, mais parce qu'il avait ses amis qui l'hébergeaient, etc. Je savais qu'il y a des jours où il avait un peu faim, mais je me suis dit, voilà, ça c'est indispensable, comme vous disiez tout à l'heure, mais je savais qu'il y avait un cap qui dépassait pas, une détresse qui dépassait pas, et qu'il avait toujours la tête hors de l'eau. Bon, c'est important aussi quand on est une Mais j'ai maman. quand même attendu que ce soit lui qui revienne. Et voilà, et vous avez bien fait. Mais le fils de Christine, en même temps, il est déjà revenu le lendemain pour prendre un petit peu la température. Donc voilà, c'est un peu rapide, il a fait une petite tentative. Bien essayé. Moi, j'ai jusqu'à changer ma serrure. Parce que je l'avais fait une fois, mon fils il est revenu dans la nuit, s'est réinstallé dans sa chambre comme si de rien n'était. Donc la fois où vraiment j'ai craqué, où je lui ai demandé de partir, j'ai changé le barillet de ma serrure dans la foulée, et la nuit j'ai entendu qu'il voulait revenir. Ça a été très très difficile pour moi, mais j'ai pas craqué, je suis pas allée lui ouvrir. Ouais, je sais qu'on est obligé de prendre des décisions très douloureuses. Oui, tout à fait. Très douloureuses. En tout cas, bravo.
Vous Ouais. êtes courageuse. Vous êtes Ben oui, mais courageuse. aujourd'hui, on peut se parler, on est plus serein, je dirais, et lui, il sait que ce qu'il vit, c'est son problème, et que malheureusement, il n'y a que lui qui peut s'aider. Ouais, vous avez raison. Et il a une amie qui est adorable comme tout, qui a des soucis aussi, mais qui n'a pas des soucis de drogue et pas de soucis d'alcool, donc Bon, elle a aussi un regard bienveillant sur lui, et je pense qu'il en a besoin. tout à fait. Tout à fait. Ça lui permet de se narcissiser un peu, on va le dire comme ça. Ouais. Michel, merci de votre témoignage. Je pense qu'il va faire énormément de bien à Christine et surtout lui montrer que, 1, elle a bien fait, 2, qu'on s'en sort. Oui, et puis qu'on a le droit de faire des erreurs, et Tout à fait. qu'il faut faire en son âme et conscience, et comme son cœur le dicte. Merci de votre appel, Michel. Bon courage à tout le monde, et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir, Lucie. Bonsoir Caroline. Je suis très heureuse de vous avoir au téléphone. Votre voix m'apaise. Oh, mais c'est gentil de me dire Et ça. comme avait dit une auditrice auparavant, c'est vrai que vous êtes ferme dans un gant de velours. Oh, quelle Et merveille. ça me convient. C'est une expression que j'ai entendue toute petite par mes institutrices. Et vous mettez le doigt dans le mal que nous avons. Mais c'est Pour adorable. que nous- Allez, parlez-moi vite de vous. Oui, alors voilà. Ce qui m'arrive, c'est que j'ai 63 ans. J'ai perdu mon mari à l'âge de 29 ans. J'ai élevé mon fils seul. Oui. Bon, ça s'est bien passé. J'ai mis en école privée, etc. Donc il est très bien. Il y a une très bonne situation d'ailleurs. Bien. Et voilà ce qui s'est passé. J'habitais dans un petit village dans le Pas-de-Calais et il a dit, écoute maman, de pas moisir dans un village où il n'y a même pas de... C'est vrai que c'est un village où il n'y avait pas de commerce, etc. Il dit, pourquoi tu viendrais pas à Lille, dans une grande ville, tu verras, tu fais bien, il y a des théâtres. Oh, c'était vite fait. Hein. Et donc il m'a donné la pulsion, le courage. Et... Quel âge aviez-vous? Ça s'est passé il y a 6 ans, c'est depuis 2008 que je suis à Lille. Donc vous êtes à Lille. Voilà. Et Alors, j'arrive à Lille avec mes bagages et tout ça. Le déménagement s'est bien passé. Il y a participé. Et donc, comme il habitait pas loin de chez moi, j'aimais bien quand lorsqu'il descendait du bus, après sa journée de travail, de me faire un petit coucou. On buvait le café ensemble, un petit gâteau, et hop, il repartait chez lui. Et ça, j'aimais correctement. Sympa. J'étais bien, j'étais épanouie. sympa. Mais par contre, du côté de ma belle-fille, elle est froide. Je pense qu'elle ne m'aime pas. Vous croyez ça? Oui, non, elle ne m'aime pas, Elle le fait par respect, vous savez, des bonjours, je vous remercie, vous savez, des expressions toutes faites. Donc voilà. Et ils sont partis, sans me le dire. Donc pendant 1 an, il ne m'a plus appelé. Alors qu'il habite à 20 mètres de chez moi. Il ne m'appelait plus. Donc moi, comme j'ai un seul caractère aussi, j'ai dit, après qu'il a besoin, il m'appellera, et puis il connaît mon adresse. Et j'ai su qu'il était déménagé à 6 km de Lille. Mmh. Et puis voilà. Et depuis? Alors, et depuis, on se voit il y a des fois, il m'appelle. Comment vas-tu? Mais c'est toujours pour mieler. Vous savez pas, j'en ai pensé toute la journée. Il m'appelle quand il y a des besoins financiers. Ah non, mais attendez, elle est belle l'histoire. Oui. Il aime sa mère, ça je peux pas le dire. Ouais. Mais il y a un blocage, il y a une frustration vis-à-vis de sa femme. C'est elle l'a bien monté contre moi, mais en douceur, c'est tellement fin ce qu'elle fait. C'est tellement fin, c'est tellement enveloppant qu'il ne s'aperçoit pas que j'ai mal, quoi. Et toutefois, mon fils m'aime bien, mais il est devenu ingrat vis-à-vis de sa maman. Bah, dites-moi, et je ne supporte plus. Et donc... dites-moi, il a besoin qu'on lui tire les oreilles, ce fiston. Moi, je pense que il n'y a pas encore si longtemps que ça que je lui ai encore envoyé 400 € pour payer ses impôts. J'ai calculé, depuis le mois de janvier, j'ai offert ses étrennes, plus ses impôts le fois dernier, etc. Plus les cadeaux à la petite, plus les cadeaux à ma belle-fille, plus. Alors que moi, j'ai jamais rien à mes Noël, etc. Donc c'est de la gratitude qui... vous savez ce que je fais, Caroline, depuis... Donc ça fait... moi, ça fait 3 ans exactement, vous me croyez pas, ça fait 3 ans que je suis dans mon lit,
un oreiller sur ma tête, je vous écoute le soir et je regarde ma télé. Et quelque part, je suis bien. Quelque part. D'accord, mais qu'est-ce que vous... toute la journée, ça va pas, ça. Lucie, je vois votre âge parce qu'il est marqué sur votre fiche et je vous trouve beaucoup trop jeune pour ça. Je sais, des fois je dis, bon allez, alors ce qu'il y a aussi, Caroline, je ne m'aime pas et je vais vous dire pourquoi. Parce que avant, je vendais des caravanes, je faisais les foires de Paris, foires de Lens, etc. Donc j'étais dans mon élément, je voyais du monde, toujours coquette, dans mon petit tailleur, mes escarpins. Et pendant de 97 à 2007, j'ai pris du Mediator. Oui. J'étais mince et belle, j'aimais bien. D'un seul coup, je reçois une lettre de la Sécu en disant arrêtez tout de suite le Mediator et allez passer une visite chez le cardiologue pour savoir ce que vous avez. Donc, j'y suis allée. Et donc, j'ai rien. Parce que vous savez que le Mediator, c'était Tout à fait, je sais. Donc, vous n'avez rien. Bah, youpi, on est content. Bah, youpi. Oui, mais de ce fait-là, j'ai pris 20 kilos. Ah oui, mais ça, le Mediator, c'est un énorme coupe-faim. Ouais. Et attention, on est à bout de nerfs, on est sur 380. Parce que je me suis renseignée, savez-vous qu'il y avait des amphétamines dedans que je ne savais même pas? Eh ben, écoutez, vous allez vous prendre par la main, Lucie, ça commence par là déjà. Et puis vous allez faire... Oui. Hein? Je n'y arrive pas parce que j'ai déjà eu des attitudes comme ça de laisser aller. Et jusqu'à quand? Vous êtes jeune. Vous avez encore peut-être... J'ai plein de choses à faire à Lille, moi. J'ai des choses à faire. Et comment? Et puis vous avez une vie à vivre. Sébastopol. Une vie à vivre, rencontrer des personnes, voir du monde, vous amuser, remettre vos escarpins, aller danser. Oui, et j'y arrive pas. Eh ben si, vous allez y arriver. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas votre fils qui va venir s'occuper de vous et qui va le faire pour vous. Et c'est un peu ce que vous attendez. Eh bien ça, vous pouvez l'oublier. Ce qu'il faudrait qu'il oublie aussi pendant un certain temps, c'est de vous envoyer ses factures. Et puis quand il vient, que vous ayez avec lui une bonne conversation. Ça veut pas dire brutal, ça veut pas dire conflictuel, mais que vous lui disiez un petit peu ce que vous ressentez, pas ces 4 vérités, mais ce que vous ressentez. Voilà, je suis venue pour toi, parce que tu m'as convaincue, j'étais contente de te voir. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ta femme, peut-être qu'il y a un problème, je ne sais pas, peut-être... Allez, vous allez le prendre par les bons sentiments. Peut-être que j'ai fait quelque chose et qu'il a vexé, mais c'était pas... Vous comprenez tout. Voilà. Pour me donner des conseils, oui. Voilà. Parce que moi, je suis trop brute. Voilà. Mais que j'ai fait quelque chose sans le vouloir, qu'il a vexé, alors que c'était pas le but. Oui. J'aimerais bien éventuellement, si je l'ai blessée, comme ça, je pourrais m'expliquer avec elle. Et je pourrais conversation. Voilà. Et je pourrais éventuellement réparer parce que vous êtes tous les 3, vous êtes ma famille et que je vous aime énormément. Et que quand je ne vous vois pas, je suis privée. Voilà. Et que j'aimerais aussi, mon chéri, que tu ne t'adresses pas juste à moi quand tu as besoin de moi pour des raisons financières, parce qu'à ce moment-là, je me demande aussi, je me pose la question de savoir si je ne sers qu'à ça. Vous lui mettez le nez dedans gentiment. Et vous savez, c'est un sournois quand même, parce qu'il a l'art et la manière. Il va pas me demander, maman, il faut 400 € pour mes impôts. Il va pas de cette façon. Ben vous faites comme lui, hein, quand il vous demande. Mais il trouve un prétexte finot comme ça, dit bonjour maman, comment vas-tu? Alors t'as bougé, t'es au parc, allez remue-toi, il faut marcher, nanani, nanana. Ben j'ai dit toi comment vas-tu? Oh, il dit m'en parle pas, il dit franchement, il dit les impôts cette année, j'ai dit bah oui, toute la France, tous les Français ont eu une hausse d'impôts vraiment très désagréable, que ce soit les retraités, etc. Et David dit mon fils est dedans aussi. Et voilà comment il arrive à vous savez ce que vous faites? Il arrive à m'enrôler. Comme lui, la sourde oreille. Lui, il fait la sourde oreille. Il répond pas, il vient pas. Et vous faites comme lui. Vous n'entendez pas. Oui. Vous n'entendez pas. Et puis quand il va venir vous voir, maman, comment ça va? Chérie, tu sais, moi ça va très bien. Je me suis fait un peu de soucis pour toi. Tu t'en es bien sorti? Oui, voilà. Oui, tu t'en es bien sorti. Bon, ça va alors. Non, maman, ça va pas. Ah, ça me fait de la peine que tu viennes me voir juste parce que tu as besoin d'argent. Non, mais je voulais pas te demander comment tu prends les choses. Ah bon, parce que comme la dernière fois on s'est vu pour ça, je me suis dit, mais je suis contente de m'être trompée. Oui, voilà. Voilà, Lucie. La manière, oui, avec un certain doigté que vous avez, et moi que j'arrive pas à faire parce que moi j'expose tout de suite. Moi je vais dire. Oui, moi je suis très oui, bien, mais ça sert à rien parce qu'on se dispute. Oui, et c'est ça qui me fait mal au cœur parce que je sais pertinemment que mon fils m'adore. Mais évidemment. Alors qu'il vaut le mieux le prendre plus léger, rien n'est grave, mais on se dit tout. Vous savez, on peut tout se dire, tout dépend de la manière dont on le dit. Oui. Voilà, c'est tout. Mais on peut tout se dire à partir de là.
peut se dire des vérités avec une certaine... oui, comme vous le faites. Très tranquillement. J'ai pensé aussi, Caroline, est-ce que le fait que je sois déménagée, parce que la première année, tout s'est bien passé, comme sur des roulettes. J'allais à pied de l'autre côté de l'île et faire les soldes, etc. J'étais très énergique, etc. Et d'un seul coup, paf, je me suis retrouvée dans mon appart. Et bon, j'avais de la visite, mes sœurs venaient, etc. Mais tous les 15 jours. Après, on s'est disputé à cause de mon autre sœur. Mais enfin, ça, c'est un autre problème qui ne m'intéresse pas d'ailleurs. Donc, j'ai plus eu de visite, etc. Et donc, je n'ai pas d'amis autour de moi. C'est-à-dire que le OVS, fait de faire les grands magasins... On va sortir.com. Bon, j'ai pas d'internet. J'ai même pas de mobile. Ah bah c'est dommage ça. Je suis moyenâgeuse, comme dirait mon fils. Vous savez ce que vous allez faire, Lucie. Vous allez aller à la mairie et demander une formation gratuite. En tout cas, vous renseigner, parce que là-bas, à la mairie, on peut avoir des formations gratuites. Il y a des cours gratuits qui sont donnés une fois par semaine. Et voilà. Oui, ça existe. Oui. Et puis en même temps, c'est l'occasion de rencontrer du monde qui sera comme vous et qui saura pas très bien s'en servir au début. Et bien, ça crée des liens. Oui. Et est-ce que le fait d'avoir un déracinement, étant donné que toutes mes amies sont restées là où j'habitais, est-ce que le déracinement a de l'importance sur mon moral, à votre avis? Et comment? Bien sûr, évidemment. Parce que j'en ai parlé à mon médecin. J'ai dit, je peux quand même pas aller voir un psychologue parce que je suis malade ici, parce que j'ai pris des kilos, etc. Des psychologues, moi j'en ai vu dans ma vie, étant donné que mon mari est mort rapidement dans un accident de voiture. Alors, les cas sont... Allez voir un psychologue, parce qu'un psychologue... psychologues... C'est quelqu'un, oui, mais c'est quelqu'un qui va vous aider à réaliser que vous avez une vie et que vous devez vous en occuper. Voilà. Oui, et avant, j'ai rêvé toute seule, et c'est vrai, peut-être qu'il faudrait quelquefois, de ce côté-là. Quand on est fragile, on a besoin d'aide, et ces personnes-là sont faites pour ça, pour vous aider au moment où on est fragile, pas au moment où vous êtes forte. Oui, ça fait. Ah oui. En principe, par définition. C'est quand on est un peu plus vulnérable, et vous l'êtes en ce moment. Bien sûr que d'avoir perdu vos copines, ça compte. Bien sûr que ça joue sur votre moral. Oui, ça m'a... Puis vous savez, bon, c'est une ville que j'adore, Lille. C'est très agréable. Il y a quand même le théâtre Sébastopol. Il y a des fois, il y a des artistes que j'aimerais voir. Et le fait d'aller toute seule dans les rues, me pomponner, parce que c'est pas loin de chez moi, le théâtre Sébastopol, où il y a des grandes vedettes qui viennent, attention. Et j'ai envie d'y aller, et puis mes jambes se coupent parce que j'ai personne à côté. Mais bien sûr. Si j'avais une amie. Mais bien sûr. Et alors quand je dis à mon fils, je m'ennuie et je retourne de là où je viens, il dit vas-y, retourne là où tu habitais, il n'y avait pas de magasin, et retourne voir tes paysans. Bah oui, mais enfin, t'es quand même pas bien à Lille. En tout cas, c'était des gens avec qui vous avez partagé toute une vie. Absolument. Voilà. Alors pourquoi pas? Alors il dit t'as qu'à sortir, t'as qu'à faire ça. Il dit 20 mètres de chez toi, t'as des jeunes, il y a toujours des groupes qui viennent, t'es même pas capable de bouger. En plus, il m'engueule, il me traite de feignasse. Oui, il a un peu raison. Oui, quelque part, oui. Si, parce que là, je me suis recroutée, là, c'est vrai. Parce que ça fait trop longtemps que je reste comme ça. Non, et oui, je sais que je dois bouger, tout est prêt dans ma tête, mais l'aiguillon ne vient pas. Bon, écoutez, allez voir un psy, c'est fait pour ça. Mon excès de peau, déjà, il faudrait que je maigrise sur la rue de coupe. Mais bien sûr qu'il faut commencer par maigrir et puis vivre. Voilà. Oui, parce que je peux pas et vous allez remettre vos escarpins d'ici très peu de temps. Lucie, ça commence par la mairie et par un psy. Oui. Écoutez-moi. Et puis soyez un peu plus ferme avec votre fils. Oui. Je vous embrasse très fort. Je vous embrasse très fort, Caroline. Au revoir. Je vous adore. Merci, au revoir. Au revoir, Caroline. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Véronique. Bonsoir Caroline. Bon, pardon, je vous prends un petit peu tard, mais voilà. Au pire, on se rappellera demain et on continuera demain. Mais là, je vous écoute tout de suite. D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir pris mon appel. Voilà, je vais me présenter. Donc, j'habite en Bretagne. Oui. J'ai 45 ans et je suis divorcée depuis plus de 10 ans. Donc, voilà, j'ai envie de refaire ma vie. Je suis motivée. Et j'ai été sur un site de rencontre il y a 3 ans. Donc, j'étais en contact avec plusieurs personnes. Et puis, une personne m'a plu. Il est marocain.
Ça fait 3 ans et au départ, on s'envoyait des messages internet. Après, c'était des appels téléphoniques. Donc, je me suis déplacée. Je suis partie au Maroc. On s'est rencontrés. Ça s'est très bien passé. Les vacances se sont bien passées. Lui, il est venu. Et puis, on a commencé à faire des projets. Voilà. Donc, il connaît mes enfants. Moi, je sais qu'il a 2 enfants d'environ 15 ans et puis 10 ans. En fin de compte, quand il s'est présenté au début sur le site de rencontre, il disait qu'il était libre. Et puis je me suis aperçue qu'il n'était pas libre du tout, puisqu'il était même pas en instance de divorce. Donc j'ai attendu longtemps pour que les choses se concrétisent et puis qu'on puisse avoir une relation normale. Longtemps, c'est-à-dire ? Disons que j'ai attendu 2 ans quand même. Donc là, mais 2 ans, est-ce qu'il est divorcé? Est-ce qu'il est séparé? On en est où? Là, il est divorcé depuis le mois de février. D'accord. Donc depuis environ 3 ans, donc il me dit qu'il veut refaire sa vie avec moi. Vous avez vu les papiers? Non, j'ai pas vu les papiers. Alors comment vous le savez? Il me l'a dit, il m'a dit qu'il était passé au tribunal. Enfin, je suis au courant un petit peu. Non, mais attendez, Véronique. Pardon, peut-être que je vais vous sembler pas gentille du tout, mais il a commencé par vous mentir. Alors, je voudrais m'assurer que cette fois-ci, il vous dise bien la vérité. Et ça n'est pas un coup sûr. Ça n'est pas un coup sûr parce que, quand on sait un tout petit peu comment une procédure de divorce se déroule, on peut très bien se débrouiller pour faire croire à l'autre des choses qui ne sont pas. Alors, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez commencer par lui demander, si vous le voyez, de vous montrer le papier de son acte de divorce. Voilà. D'accord, parce que il me l'a dit au téléphone, donc j'ai pas voulu lui demander les papiers. Non, bien sûr, mais la prochaine fois, à l'occasion, quand vous vous revoyez. Donc, bien sûr, donc on a des projets ensemble, même lui, donc il dit qu'il m'aime beaucoup, etc. Il a des projets pour s'installer en France. Donc je lui ai dit, écoute, Comment? Lesquels? Il voudrait travailler en France et puis venir habiter chez moi. Ouais. Donc, c'est une bonne chose. Au niveau caractère, on s'entend très bien. Moi, il connaît mes enfants, donc ça se passe très très bien aussi. Par contre, il y a un blocage de son côté avec ses enfants. C'est je fais des cadeaux ou j'ai de temps en temps les enfants au téléphone. Et à chaque fois, il dit à ses enfants que soit je suis... une cliente ou une amie, enfin vous voyez, il dit pas franchement les choses. Oui, et ça ne vous semble pas suspect, ça? Disons que la mentalité n'est pas marocaine, n'est pas du tout la même mentalité française. C'est ce qu'il a l'air de dire. Après, je sais pas. Et puis, moi, j'ai trouvé ça quand même un peu curieux que je sois pas présentée. Eh bien, vous voyez, on est 2 à trouver ça curieux, et je pense aussi un certain nombre d'auditeurs avec moi. Donc, bien sûr, il en a pas parlé du tout à sa famille. Ah bon? Donc, non. Non, mais attendez, j'ai l'impression que progressivement, vous m'annoncez toute une série d'éléments pourtant extrêmement parlants, Véronique, mais c'est comme si vous ne les voyiez pas. Enfin. Enfin, j'imagine aussi que vous m'appelez pour ça. Oui, donc je voulais savoir si d'après vous, ça pouvait être sérieux ou... Non, alors voilà, je vais vous répondre vite. Néanmoins, même si nous on est en fin d'émission, non, ça n'est pas sérieux. Cet homme vous donne au contraire tous les signes pour que vous partiez vite et que vous ne le revoyiez plus jamais. Pardon de vous parler comme ça. Véronique, notre émission s'achève. Rappelez-nous demain soir et on développe. D'accord. Au revoir. Bon, merci. Bonne fin de soirée. Au revoir.